Bonjour à tous, je suis ravi, nous sommes ravis de vous accueillir pour un nouveau podcast lié à l'investissement immobilier à Dubaï. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir, enfin c'est plutôt lui qui me reçoit, Michael. Pour ceux qui suivent la chaîne, donc VDV Immobilier, Michael m'a déjà reçu ici pour deux autres vidéos au préalable, donc il y a environ un an, il y a environ 6 mois. Donc, suite à ces vidéos, on a reçu pas mal de questions. Je suis de retour à Dubaï. L'immobilier, vous le savez, il évolue. Il y a beaucoup de questions qui m'ont été posées suite à justement les vidéos précédentes sur l'investissement immobilier à Dubaï. Beaucoup de questions, beaucoup de fantasmes, beaucoup de fausses croyances. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai demandé à la communauté qui me suit sur Instagram notamment de me produire toutes les questions qui leur passaient par la tête, tout ce qui les intéressait pour investir ici à Dubaï. Et donc, elles sont là. On a une cinquantaine de questions qu'on va évoquer avec Michael et qui, j'espère, répondront à toutes les interrogations. Michael, rebonjour. Pour ceux qui ne te connaissent pas, qui ne t'ont pas vu dans les vidéos précédentes, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous expliquer un petit peu ce que tu as fait en France, ton parcours et ce que tu fais aujourd'hui à Dubaï? Avec plaisir. Donc, je m'appelle Michael, on est de la même région du sud de la France. Donc, moi, à la base, je suis investisseur immobilier en France depuis 10 ans maintenant. Et puis, voilà, au fur et à mesure des années, j'ai décidé de diversifier un petit peu, donc voilà, à Bali et à Dubaï. Et puis, j'ai décidé de m'expatrier à Dubaï aussi, fonder mon agence immobilière pour pouvoir accompagner les personnes aussi qui souhaitent eux-mêmes diversifier à Dubaï. Et donc, voilà, donc j'ai encore mes investissements en France, mais pour le moment, voilà, je me concentre plus sur Dubaï pour mes investissements et pour aussi accompagner les personnes qui souhaitent diversifier ici. Ça fait combien de temps que tu es ici maintenant? Ça fait longtemps que je viens, ça fait plusieurs années que je viens de temps en temps, etc. Ouais. Et que là, vraiment, en famille, etc., ça fait 2 ans. Ouais, tu es installé avec ta famille. Ouais, exactement, ta femme, on est en tes famille enfants. ici. Ouais. Très bien. Et le nom de ton agence, tu peux le rappeler? L'agence de Dubaï. L'agence de Dubaï. .com. Très bien. Très bien, très bien. Alors, je précise qu'on a reçu beaucoup de questions. Donc, du coup, on a structuré en plusieurs parties la cinquantaine de questions qu'on va aborder. Et on va commencer directement. Donc, pourquoi investir à Dubaï? Donc, ça, c'est une des parties majeures qu'on va aborder. Et notamment, et c'est une question qui a actuellement, vu le contexte qu'il y a en France, les dernières évolutions fiscales, etc., je ne te cache pas que j'ai beaucoup de questions. Pourquoi investir à Dubaï plutôt qu'en France? Moi, je vais te dire ce que je pense, c'est que déjà, tu vois, nous deux, on est français, on a un beau patrimoine en France, donc on connaît tout. Enfin, surtout toi. Je plaisante. On a un beau patrimoine en France, voilà, on a plusieurs biens, etc. On est expert sur le marché français, on peut tout gérer, hein, l'effet de levier, les différents effets de levier, que ce soit bancaire, que ce soit des travaux, que ce soit de la division, etc. Et pourtant, il y a beaucoup de personnes dans notre cas aussi, et les gens souhaitent quand même diversifier à Dubaï. La vraie question, c'est pourquoi. Et moi, ce que je pense, et je te le dis parce que c'est aussi mon ressenti au quotidien avec les différentes personnes que j'ai au téléphone, que j'accompagne, c'est surtout parce qu'en France, il y a un vrai problème de visibilité fiscale. Tu vois, c'est vraiment quand on voit des articles qui disent que bientôt l'État veut venir taper dans les réserves de l'épargne des Français, etc., les gens, moi j'ai des scènes hallucinantes, genre une cliente qui m'appelle un jour qui me dit Michael, trouve-moi un appartement. Et je dis ok, elle me dit mais combien je peux avoir si je négocie, si je pose 50% tout de suite, est-ce que je peux avoir une réduction? Je vois avec le développeur, on pouvait avoir effectivement une petite réduction et je lui envoie la facture, enfin le document comme quoi il faut payer avec le RIB, etc. du développeur, et elle envoie directement l'argent en 15 minutes. Mais je me dis mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et je l'appelle après, elle me dit oui, mais j'ai vu un article qui passe en France, comme quoi ils veulent taper dans l'épargne. Moi, j'ai beaucoup d'épargne, etc. Donc, je préfère diversifier. Et je pense que, désolé, j'étale un peu la réponse, mais il y a beaucoup de personnes dans cette situation qui, malheureusement, n'ont plus confiance, peut-être que ce soit dans les politiques, tu vois, ou voilà, la fiscalité de façon générale. Tu vois, par exemple, le LMP récemment, ils ont encore changé les lois. Donc, bref, en gros, voilà, il y a beaucoup de personnes qui choisissent d'investir à Dubaï maintenant, de diversifier à Dubaï justement parce qu'en France, ils n'ont plus forcément confiance. Et puis après, évidemment, il y a énormément d'avantages de diversifier à Dubaï, que ce soit diversification patrimoniale pour pouvoir, entre guillemets, avoir une porte de sortie plus tard. Je pense qu'on reviendra un petit peu sur les montants, mais en gros, on peut avoir accès à des papiers de résidence, etc. en fonction de l'investissement. Évidemment, la fiscalité, tout le monde le sait, fiscalité, donc il n'y a pas d'impôt sur les plus-values, pas d'impôt sur les taxes foncières, pas d'impôt sur les loyers encaissés. Taxe d'habitation? Alors, taxe d'habitation, il y a une taxe d'habitation, mais c'est le locataire qui paye.
Donc en fait, le propriétaire n'a pas de taxe d'habitation. L'investisseur, l'investisseur qui est propriétaire du bien n'a pas de taxe d'habitation à payer. Donc voilà. Bon, après, voilà, il y a énormément d'avantages à Dubaï comparé à la France, c'est qu'il y a une vraie vision des dirigeants, etc. Bon, voilà, il y a énormément d'avantages. Bon, je pense qu'on aura le temps de revenir un petit peu sur ça. D'accord. Il y a d'autres questions qui sont à ce sujet. Il y a d'autres questions. Voilà, pour ça, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent diversifier à Dubaï. D'accord. Et là, je rebondis sur ce que tu dis. Tu parles de diversification. C'est vrai que la question, c'est pourquoi investir à Dubaï plutôt qu'en France. À mon sens, celui qui n'a jamais investi en France, je pense que ça reste encore, malgré les évolutions LMNP, fiscalité, etc., et celles qui vont venir, parce qu'à mon avis, ça va continuer en France d'évoluer. À mon avis, ça reste encore aujourd'hui intéressant d'investir en France et d'utiliser l'effet de levier bancaire. D'accord ? Maintenant, c'est pour ça que la question plutôt qu'en France, à mon avis, c'est une fois qu'on a investi en France, là, la question se pose. Est-ce qu'il ne serait pas pertinent de diversifier et moi, quand j'y pense à la diversification, c'est plutôt avoir un plan B aussi. Et se dire, bon, bah, là, ça évolue pas, il y a une sorte de déclin, on en a parlé dans une vidéo précédente, il y a un déclin en France. Est-ce qu'il ne serait pas judicieux que j'ai cette porte de sortie-là ? Mais après, je pense que quand on est investisseur, il faut se dire, j'ai tant à investir, cette somme-là, si jamais en France, qu'est-ce que je récolte ? Si cette partie-là, je la mets à Dubaï ou ailleurs, qu'est-ce que je récolte ? Je pense que c'est comme ça aussi qu'il faut réagir. Pour rebondir sur ce que tu viens de dire, le vrai problème, un petit peu, ce que je sens en France, moi le premier, c'est que, en fait, même avec nos investissements en France, on sait pas vraiment ce qu'on a à la fin. Tu vois, ils te rajoutent tout le temps des taxes, ils te montrent tout le temps des CFE qui sortent de nulle part, qui font x3, x4, des taxes foncières qui font x2 parce qu'ils... Mais en fait, c'est toujours ça. Et en fait, on a l'URSSAF qui revient. Il y a la TVA sur les locations courte durée, parce que tu es rapidement considéré comme para-hôtelier. Mais c'est un vrai problème, ça. Il y aurait des loyers fictifs aussi. En fait, je pense que les gens, pourquoi ils souhaitent diversifier à Dubaï aussi, c'est parce qu'à Dubaï, c'est très clair. Je récupère tant de loyers et j'ai mes charges à payer sur ce que j'encaisse, les charges liées à l'acquisition de la propriété. Ouais. Et c'est tout. Et en fait, l'entretien de la copro. Et c'est tout en fait, il n'y a pas d'impôt, il n'y a rien. En France, tu sais jamais vraiment à la fin quand il te reste quelque chose. Il y a une insécurité fiscale, réglementaire qui fait que... Et en fait, on a un sentiment t'es pas serein, quoi. De culpabilité en fait. Et en fait, quand tu as de l'argent après impôt, etc. en France, tu sais jamais vraiment si c'est à toi ou si on va pas venir te... Non mais c'est vrai en plus qu'on va pas venir te redemander quelque chose en plus à payer si t'as pas oublié de payer quelque chose. Enfin, c'est fou quand même. Donc en fait, à Dubaï, je pense que les gens, ils ont ce côté un peu... et puis aussi, je pense qu'on reviendra aussi à terme là-dessus, mais l'euro, on l'a vu là récemment avec Trump qui est passé au pouvoir, etc. Donc 2025, l'euro, il est en train de chuter quand même comparé au dollar. Et comme le dirham, ici, il est corrélé au dollar américain, ça reste une monnaie très forte. Et je le vois avec les investisseurs d'ailleurs, parce que quand ils se positionnaient il y a un an et qu'on était à 4,1, tu vois, par exemple, donc ils avaient besoin, avec 1 euro, ils avaient 4,1 dirhams. Maintenant, on est à 3,85. Donc avec 1 euro, ils ont 3,85 dirhams. Donc en fait, il leur faut beaucoup plus. Il leur faut plus d'euros pour avoir le même montant. Et tu perds du pouvoir d'achat. Donc en fait, maintenant, quand tu te positionnes maintenant, c'est un peu embêtant pour les Français, mais ceux qui se sont positionnés plus tôt, et qui récupèrent des loyers en dirhams, ils ont, tu vois ce que je veux dire, ils ont encore plus d'euros. Quoi. Donc c'est toujours bien de diversifier ses investissements en devises. Quoi. Ouais, c'est intéressant. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui parlent d'investissement à Dubaï. On a des publicités, on en voit partout. Et c'est vrai, tu l'as reconnu toi-même. Toi, tu as investi il y a quelques années. Il y en a d'autres, on en connaît tous, qui ont investi il y a quelques années. La question que j'ai reçue, c'est ok, très bien, c'est un peu l'idée de se dire il y a un effet de mode, est-ce que c'est pas trop tard ? C'est comme quand une opportunité d'investissement elle passe à Capital sur M6, souvent c'est trop tard. Est-ce que ça reste aujourd'hui une opportunité actuelle ? Est-ce qu'il est encore temps aujourd'hui d'investir à Dubaï ? Tu parlais de l'effet monétaire, mais est-ce qu'aujourd'hui, le fait qu'on en parle beaucoup, est-ce que ça reste aujourd'hui, maintenant, là, demain, quelqu'un m'appelle, est-ce que je pense que c'est judicieux, c'est carrément la question, d'investir maintenant à Dubaï ? Je vais te répondre honnêtement. J'ai acheté un appartement moi la semaine dernière. Vraiment. J'ai emménagé la semaine dernière, j'ai acheté le mois dernier. Donc je suis le premier à continuer et à croire en ce pays. Tu vois. Donc franchement, je vais être honnête avec toi. C'était mieux hier. C'est toujours pareil. C'est toujours mieux d'investir il y a 2 ans, il y a 3 ans, etc. Maintenant, c'est quand même très sécurisé. Et en fait, ce qu'on se dit, c'est quand on regarde ce qu'on a pour le coût au mètre carré, donc on a des beaux appartements avec sa place il n'y a pas besoin de tourner pour stationner, etc. Tu as ton stationnement, tu as ton balcon, tu as ta piscine. Et en plus, ils améliorent maintenant les constructions avec des saunas, des hammams, etc., des salles de jeu pour les enfants, etc. Tout ça pour 3500, 3600 € du mètre carré.
Après, voilà, on est dans les quartiers, dits quartiers d'investisseurs, un peu en périphérie, mais très bien. Tu vois, c'est des belles finitions avec les petites LED dans les niches, etc. Vraiment, ils cherchent à faire de la qualité. Quoi. C'est soigné. Tout ça pour être dans une ville où tu n'as pas d'imposition. Si demain tu veux venir avec ta famille, etc., si tu as un business ou si voilà, donc tu n'es pas imposé, tu as ta sécurité. Bon, voilà, on répète toujours les mêmes choses concernant Dubaï, mais voilà, il y a ce vrai côté sécurité avec le soleil toute l'année, etc. Et que des écoles internationales, la santé, ils sont développés aussi. Ils sont en train de développer dans le tourisme. Bref, et je trouve que le prix au mètre carré, moi j'ai un client la semaine dernière, il est de Besançon, il me dit je suis en train d'acheter mon appart au même prix que Besançon, sauf qu'on est à Dubaï. Dubaï, tu vas parler de Besançon, j'en sais rien moi, aux États-Unis ou machin, personne connaît. Alors que ceux qui habitent de Besançon ne le prenaient pas mal. Hein. Enfin, c'est à lui, hein. Moi j'adore Besançon. Je suis le coupable. Non, mais tu vois ce que je veux dire ou pas? Tu as un prix au mètre carré quand même très faible et surtout c'est un marché hyper dynamique. On est encore une population faible comparée aux objectifs des dirigeants de ce pays. Donc ça va tendre à l'augmentation. Le marché est hyper dynamique. Les gens continuent d'arriver massivement. Mais en fait, c'est même pas le fait que Dubaï soit intelligent, c'est le fait de ce qui se passe en Europe qui pousse les gens à venir ici en fait. Tu vois, la plupart des personnes qui ont des familles ou non d'ailleurs, je pense qu'elles viennent ici limite, je n'ai pas envie de dire par défaut, mais elles souhaiteraient pouvoir rester habiter en France. Mais il y en a plein qui pensent que c'est plus possible en fait. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi, j'ai des voisins qui vivent maintenant à Dubaï, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, qui ont une maison magnifique dans le sud de la France. Et j'ai le sentiment qu'ils aiment évidemment la France, mais ils sont ici, ils apprécient la vie à Dubaï, hein, mais aussi parce qu'il y a un déclin en France et aussi parce qu'ils ne trouvent pas ce qui est très important pour eux, c'est-à-dire la sécurité, l'éducation. Ils disent, moi, de payer des impôts, de me faire prélever beaucoup d'impôts, si à la rigueur j'ai un système d'éducation, un système de santé et de la sécurité, pourquoi pas? Mais me faire prélever autant pour avoir un système qui décline totalement. Bien sûr. Et en fait, tu as totalement raison. Enfin, en tout cas, selon l'expérience que j'ai autour de moi, les expériences que j'ai autour de moi, c'est qu'il y en a qui viennent ici, peut-être au départ par défaut, mais qu'après ils apprécient la vie ici. Puis quand ils reviennent en France, finalement, ils disent non, mais il y a tout. Après, bon, voilà, donc, je vais pas j'habite plus en France, mais il y a beaucoup de personnes. Enfin, on se rend compte qu'en France, mais même les salaires, regarde, ici, les gens, ils viennent. Tu vois, avant, on parlait du rêve américain. Je pense que là, il y a un vrai rêve, tu vois, à Dubaï. Enfin, il y a des vraies opportunités. Les salaires sont plus élevés pour les personnes qui souhaitent s'expatrier. Quand tu vois en France que les infirmières, ça peine à gagner 2000 balles, enfin, franchement, c'est grave. Les profs aussi. Tu vois, c'est pourtant, c'est des vrais sujets qu'on est en train de. Ouais. C'est des vrais problèmes en France. Moi, je me suis souvent dit, enfin, je l'ai dit sur d'autres types de diversification, d'autres pays dans lesquels investir. J'ai longtemps dit et longtemps pensé que l'herbe n'était pas plus verte ailleurs, que c'était très bien d'investir en France. Et je continue à maintenir que c'est important d'investir en France. Par contre, d'avoir un plan B ou même de diversifier, de regarder ce qui se fait ailleurs. On ne sait jamais. On ne sait jamais. Et puis ça peut aussi, c'est ton cas. Hein. Moi, on l'avait vu dans la vidéo précédente. Il y a la dimension achat-revente aussi, mais il y a moyen en plus de s'enrichir, clairement. Ah, bien sûr. Voilà, c'est aussi pour ça qu'on investit, c'est pour avoir un retour sur investissement. Et là, clairement, on a ce cas-là. En plus, parce qu'il y a deux sujets, il y a l'expatriation et il y a l'investissement pour l'étranger. On y reviendra tout à l'heure. En ce moment, il y a des choses qui se passent en termes géopolitiques depuis l'élection de Donald Trump. Trump, on en parlait. Ouais. Voilà. J'ai eu une question d'un abonné qui me demandait si il y avait un impact géopolitique et comment le marché immobilier de Dubaï serait affecté par une éventuelle fin de conflit en Ukraine et l'éventuel retour des Russes. Ce qu'il faut savoir, c'est que déjà, à cause de la guerre, il y a eu beaucoup des Russes et des Ukrainiens d'ailleurs aussi qui sont venus s'installer à Dubaï. Donc d'ailleurs, ça fait exploser les prix de l'immobilier. Et oui, c'est ça. Et d'ailleurs, ils se font la guerre, mais il y a plein de quartiers comme Blue Water, etc., Dubaï Hills, il y a énormément de Russes et d'Ukrainiens dans les mêmes quartiers parce qu'en fait, ils viennent souvent en famille. C'est des quartiers, voilà, Dubaï Hills par exemple, avec des maisons, etc. Donc les prix ont explosé. Demain, s'il y a la fin de la guerre, donc la question c'est est-ce que les Russes repartiraient chez eux potentiellement ? Oui, ou même par exemple, je pense, j'ai compris comme ça moi, tu sais, par exemple sur la Côte d'Azur, tu la connais bien, il y a eu pas mal de Russes qui dynamisaient le marché immobilier, etc., qui sont partis même d'Europe, avec, ils n'étaient pas trop les bienvenus en Europe. Du coup, s'il y a une fin de conflit, est-ce que du coup, beaucoup sont venus ici à cause du conflit, est-ce qu'ils ne vont pas repartir et investir ailleurs ? Est-ce que ça pourrait avoir un impact ?
Est-ce qu'en fait la géopolitique peut avoir un impact sur ce qui se passe à Dubaï en termes de marché immobilier? De manière générale, ça a un impact, la géopolitique. De toute façon, voilà, on va pas se le cacher. Après, est-ce que les gens repartiraient enfin, tu vois, moi, par exemple, je connais un petit peu le marché russe, le marché immobilier russe. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, il y a le rouble russe. Déjà, il est super volatile. Donc, les Russes aiment bien diversifier à Dubaï parce que déjà, ils sont bienvenus ici. Et ça, il faut le rappeler, parce qu'en Europe, déjà, ils ne peuvent plus investir en Europe, aux États-Unis non plus. Et c'est pas parce que ça s'arrange le conflit qu'ils seront moins bienvenus ici. Ils ne seront pas moins bienvenus, et surtout, les investissements rapporteront plus, parce que le rouble russe est super volatile. Donc là, ça revient à diversifier en dollars. Sauf que les Russes aux États-Unis, c'est quand même compliqué d'investir, etc. Donc là, ils diversifient à Dubaï. C'est en vol direct de Moscou. Et puis surtout, quand tu vois par rapport à. On parle de Moscou, bon, c'est pas toute la Russie, mais c'est là où sont concentrées quand même les richesses. Les rendements dans les investissements immobiliers à Moscou sont très faibles. Donc ils ont plus de rendement ici. Donc ils ont plus de voilà. Donc bon, je pense pas que ça impactera. Et puis de toute façon. Même s'il y en a quelques-uns qui partent, il y en a énormément qui arrivent. Je crois que l'année dernière, il y a eu 6000 et quelques millionnaires qui ont déménagé à Dubaï. Il faut se dire que ces personnes-là, elles ont le choix d'habiter où elles veulent dans le monde. Oui, c'est vrai. Et elles viennent à vous, c'est énorme. Enfin, et je te parle pas des centaines de milliers de personnes normales, enfin, en famille, qui viennent, etc., qui sont pas considérées comme millionnaires, mais qui viennent à Dubaï, évidemment. Ouais, c'est vrai qu'il y en a qui sont millionnaires, vraiment multimillionnaires. Ils se disent, est-ce que je peux habiter partout où je veux dans le monde, où je peux m'installer. Voilà. Et ils viennent ici. C'est vrai qu'après, par capillarité, ça a un impact évidemment sur les marchés. Bon, ok, très bien. Merci Mika. Avec plaisir. Autre question. Quels sont, alors ça c'est des questions un peu génériques, mais je les vois régulièrement. Quels sont les meilleurs quartiers pour investir? Alors, c'est une question, je pourrais parler pendant 2 heures en fait. C'est assez large. Ouais, en gros, les meilleurs quartiers, en fait, il n'y a pas vraiment de bonne réponse, ça dépend vraiment de ta stratégie. Est-ce que tu veux faire de l'achat-revente? Est-ce que tu veux faire du rendement locatif? Ça dépend évidemment de ton budget. Ça dépend de est-ce que tu veux avoir un bien qui est déjà dans un quartier dynamique actuellement? Est-ce que tu es prêt à investir dans du sable et attendre, donc avoir une vision un peu plus semi-long terme, on va dire plus sur moyen terme, donc peut-être 5-6 ans. Ça, vraiment, voilà, c'est une question super large. Donc le mieux pour les personnes qui ont cette question, et moi quand les personnes me contactent, je fais en fonction de leurs besoins, de leur stratégie, de leur budget, leurs objectifs, etc. Donc en fait, voilà, le mieux, je ne vais pas m'attarder 1 heure sur cette question. Oui, donc, celui qui vient pour habiter ici ou celui qui veut du rendement. Tu vois, ou même il y a une personne qui me dit voilà, j'ai pas les fonds tout de suite, je veux le plan de paiement le plus long possible, mais je suis prêt à investir dans un endroit pour une plus-value potentielle, que quelqu'un qui me dit ouais, moi je veux un rendement parce que j'ai besoin d'avoir des rentes complémentaires, immédiates, ou dans dans 2 ans par exemple. C'est complètement différent. Le budget, évidemment, tu vois, quand tu veux une propriété bord de mer avec une vue mer potentielle, on est sur des mètres carrés un peu plus élevés qui restent très faible comparé aux marchés mondiaux, tu vois, par exemple. Équivalent. Tu n'as pas d'impôt ici. Bon, je n'irai pas le comparer jusqu'à Monaco, mais quand tu regardes les prix au mètre carré à Monaco, quand tu regardes à Miami, qui est très proche de Dubaï, en termes de lifestyle, etc., les prix à Miami sont beaucoup plus élevés. Donc en fait, on est encore sur des prix au mètre carré relativement raisonnables et accessibles. Donc par exemple, pour citer des exemples, voilà, dans les quartiers un petit peu investisseurs, c'est plus des quartiers de rentabilité. On est autour de 3005 pour les 2 pièces, 4000 pour les studios, parce que les studios, voilà, il y a une superficie un peu plus petite, donc on paye son prix au mètre carré un peu plus cher. Et pour les biens peut-être vue mer, on peut être à peut-être autour des 5000, 6000 euros quand même, pour avoir des biens dans des nouvelles communautés qui sont en train de se créer au bord de mer. Donc ça reste, 6000 euros peut-être, ça reste vraiment faible, tu vois. Donc même si... Évidemment, pour les Français, le prix au mètre carré moyen en France, je suppose que c'est beaucoup moins cher que ça. Mais voilà, quand je vois, moi, j'ai acheté un bien là récemment, un bien déjà prêt, j'ai payé 7000 euros du mètre, mais un bien patrimonial, mais avec une belle vue, etc. Mais une vue panneau, enfin vraiment une vue exceptionnelle, et que je suis seulement à 7000, 7005 du mètre. Je trouve que c'est rien. Enfin, je pense qu'on peut encore doubler dans les quelques prochaines années. C'est vraiment rien. Et puis, selon les perspectives d'évolution, enfin, selon les quartiers et le temps qu'on est prêt à attendre, je pense que 7500 euros du mètre carré. J'ai un très bon ami à moi qui a acheté à Barbès à Paris. Il a payé 10 000 du mètre. Ah oui, bien sûr. Donc, tu vois, c'est. Et donc... puis, s'il veut louer, aucune certitude que son locataire lui paye le loyer, c'est plafonné en plus.
Et les impôts, on n'en parle même pas, bref. Voilà, donc en fait, il n'y a pas véritablement de meilleur quartier, ça va dépendre des objectifs, du profil aussi, du risque, entre guillemets. Bah, c'est comme en France. Demain, tu me dis, demain, je te dis, j'ai 200 000 euros, je vais investir en France, qu'est-ce que je dois faire? Quelle est la meilleure ville où investir? C'est pour ça, d'ailleurs, ça me dépasse des fois quand on voit soit des formateurs immobiliers ou soit même des revues, des médias qui disent les 10 villes où il faut investir. Après, la vérité, c'est quoi? Selon moi, hein, nous, on est quand même, on a bien diversifié nos investissements immobiliers en France. Toi, je sais que tu as fait un peu de marchand. Voilà, on a déjà fait des optimisations d'espace, etc. Moi, je pense que au final, l'essentiel, c'est de ne pas laisser dormir son argent sur un compte en banque. Après que tu investisses en France, je vais te prendre un exemple, que tu fasses du marchand, que tu fasses du locatif, que tu fasses tu rajoutes des pièces dans ta RP et que tu la revends, donc un achat-revente de RP, machin. En fait, peu importe un petit peu ce que tu fais, si ta stratégie c'est de t'enrichir, tu vois, donc au final, il n'y a pas vraiment de. Enfin, c'est vraiment toi qui es aligné avec toi-même. Ah, bien sûr. Donc avec ta stratégie. À Dubaï, c'est un petit peu pareil. Il y en a qui préfèrent faire du rendement, il y en a qui veulent faire des plus-values, etc. Bref, donc en gros, tout ça pour dire que l'essentiel, à mon avis, c'est de faire travailler son argent et pas laisser son argent dormir sur un compte en banque. Je suis tout à fait d'accord. Moi, ce que je dis à chaque fois, parce qu'on me demande alors, c'est quoi la mieux? C'est la location courte durée, colocation, etc. Moi, je dis déjà qu'il faut. Ça dépend encore une fois, son profil, ses objectifs, son appétence au risque, dans le secteur dans lequel on investit. Mais ce qu'il faut, c'est investir. Il n'y a pas de meilleure stratégie que d'autres. Ça dépend chacun, quoi. Mais il faut investir, peu importe. Donc là, je te rejoins. Et c'est vrai que l'argent, il vaut mieux l'investir que le laisser sur un compte en banque. En plus, il parle de taxer les épargnes maintenant. Donc, bref. Très bien, très bien. Donc demain, quelqu'un te contacte. Tu sauras l'orienter selon son profil vers les meilleurs quartiers, en sachant que c'est vrai que moi je dis publicité, alors c'est le nouveau quartier à la mode, il y a véritablement des quartiers qui sortent du lot, ou alors ça dépend, on va dire, les projets de promotion. Ça dépend vraiment du budget, ça dépend vraiment de la stratégie souhaitée, ça dépend. On peut pas dire, après il y a des nouveaux quartiers qui sortent, par exemple, il y a des nouveaux quartiers qui sortent un peu en bord de mer, ce qui est quand même plus rare à Dubaï, donc c'est bien d'avoir des biens proches de l'eau, en fait, de façon générale. Donc oui, effectivement, il y a des quartiers qui sortent et ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu des nouveaux quartiers comme ça. Et quand on voit les prix, les évolutions des prix, par exemple, sur La Palme il y a quelques années, ou même je parlais de Blue Water, ou même voilà, vers Jumeirah, etc., on voit l'augmentation des prix. Donc c'est vrai qu'on peut, les chiffres passés tendent à nous laisser penser que les chiffres futurs vont évoluer dans la même direction. Donc voilà, quand les gens parlent des nouveaux quartiers, c'est pour parler de plus-value latente, tu vois, de plus-value potentielle. De valorisation, quoi. Voilà. Ok, très bien. Alors, j'ai aussi une autre question. Quand on veut investir, je pense que c'est pour les expatriés, hein, ou même si on vit ici, on remarque que ça serait pareil. Est-ce qu'il vaut mieux investir dans un studio ou dans un appartement, une chambre? Qu'est-ce qui se loue le mieux, en fait? Alors, pour être complètement honnête, ça n'a pas vraiment d'importance. Faut vraiment, ça dépend vraiment déjà premièrement du budget. Je dirais que le studio, c'est un peu comme en France. Les gens, quand ils s'expatrient à Dubaï, ils veulent venir pour pouvoir travailler, économiser, se construire peut-être une épargne, etc. Parce qu'ils ont des opportunités peut-être salariales plus importantes que chez eux. Donc en gros, la plupart des gens viennent, ils veulent payer quelque chose de propre et le moins cher possible. Donc en gros, ils vont dans les studios. Par contre, les studios, c'est plus une situation un peu provisoire, temporaire, exactement. Ouais. Voilà. Donc après, je dirais que dans les deux pièces, enfin dans les one bedroom, donc les deux pièces, on aura plus peut-être de stabilité parce qu'ils sont quand même grands, c'est des grosses superficies à Dubaï, peut-être pas très loin des 80 mètres carrés selon les projets. Donc c'est des vrais. Même un studio. Un studio, on est autour des 35-40 mètres carrés. Donc en France, c'est un T2, quoi. Il y en a même qui font des T3. J'en connais. Bref, donc voilà, donc il n'y a pas forcément de bonne réponse, ça dépend vraiment du projet de chacun, pareil comme les quartiers, donc il n'y a pas. Ça dépend. Les deux types d'investissements vont répondre à des besoins qui sont différents, qui sont hétérogènes. Et donc il n'y a pas véritablement d'accord de ça. Après, la vérité, c'est aussi qu'il y a beaucoup plus de familles qui viennent, donc je pense que si les personnes peuvent se le permettre, de partir sur des biens un peu plus grands à terme, je pense que ça sera vraiment là où il y aura, parce que les développeurs là, ils sont en train de faire beaucoup de studios, beaucoup de one bedroom, ils appellent ça, donc des deux pièces, et les trois pièces, donc les two bedroom comme on appelle ça ici, c'est beaucoup plus rare, même les appartements plus grands et même peut-être même les townhouses ou les maisons, on est sur des budgets plus conséquents évidemment, mais à terme, comme il y a beaucoup de familles et ils sont en train de rendre les quartiers beaucoup plus plaisant pour que les familles puissent habiter, avec des trottoirs, avec des parcs un peu de jeux pour les enfants, etc. Ils mettent de la verdure partout. Donc en fait, c'est plus une ville voiture comme ça l'était. Donc en fait, je pense que viser sur des deux bedrooms, donc des trois pièces et plus grand, je pense que c'est un smart move. C'est bien. C'est pas mal. Après, voilà, effectivement, il faut que les finances suivent. Quoi, donc,
Ouais, d'accord, très bien. Autre question. Quel est l'investissement minimum? Quel est le ticket d'entrée pour C'est une bonne investir question. à Dubaï? C'est une bonne question. J'ai parce que des abonnés qui posent de bonnes questions. Donc, c'est une bonne question. On va dire que déjà, les prix ont énormément augmenté. Et ça, moi, je vais te donner un exemple. Quand moi, j'ai fait mes premiers investissements il y a un peu plus que 2 ans, les studios à l'époque, c'était autour de. Je donne les prix en dirhams, mais voilà, en gros, on divise par 4, en gros. Mais c'était autour des 450 000 dirhams. 450 000 dirhams. Donc, ça fait 100 000, 115 000 euros. Là, les studios, donc moi, je les voyais monter de mois en mois, en fait. Tu vois, c'est quand même ça qui est fou. Et là, on est autour des 650, 700 000 dirhams. Ah oui. Tu vois, donc on est autour des 180, 160 selon l'euro, selon voilà, le taux de change. Ouais. Donc on est autour des 180 000 euros. Donc après, ce qu'il faut prendre en compte pour se lancer dans l'investissement immobilier à Dubaï, on n'a pas besoin d'avoir les fonds en totalité. Je pense que les gens en sont un petit peu au courant, mais je vais répéter rapidement. Donc en gros, on a des plans de paiement. Donc en gros, quand on veut se positionner, admettons, sur le bien le moins cher qui est actuellement en vente, sur un studio à 170 000 euros, il faut au moins... Maintenant, par contre, ça en 2025, c'est un peu plus strict qu'avant. Il faut au moins avoir ces 20 à 24% immédiatement. Ouais. Avant, c'était plus étalé, 2 mois, 2 mois et demi, etc. Maintenant, c'est plus strict. Donc, il faut au moins donc 24% de 160 000 euros. On doit arriver à peu près à aller à 40 000 euros, grosso modo. Il faut avoir minimum 40 000 euros aujourd'hui pour investir, pour pouvoir se positionner sur un studio. Voilà. Et après, on a son plan de paiement qui est étalé pendant la construction. Donc, il faut quand même avoir des revenus. Après, on va dire que c'est peut-être 10% tous les 6 mois, admettons. Donc, sur un plan de paiement 50-50, donc tu as 20% au début, 4% de frais de notaire. Après, 10% tous les 6 mois. Donc, 10% de 170 000 euros, 180 000 euros, ça fait 18 000 euros. 18 000 euros tous les 6 mois. Et après, tu as le paiement à la remise des clés, qui peut être financé. Je pense qu'on reviendra après sur les questions de crédit. Questions sur le financement, ouais. Mais voilà, en tout cas voilà. Donc le ticket d'entrée, il faut minimum sur 2 ans minimum 90K à peu près. Mais pour se lancer pour se lancer début, minimum 40K. 40 000 euros. 40 000 euros. Ouais. Ok, très bien. Et ben on va justement faire transition avec donc la partie. Petite parenthèse juste pour revenir sur ces prix de studio à 650-700. Moi, je suis en contact avec évidemment beaucoup de développeurs. Je pense que ça va tendre encore à augmenter parce que là, par exemple, il y a des lancements après le Ramadan. On est en période de Ramadan actuellement. Il y a des lancements après le Ramadan. Je demande un petit peu les prix en amont. Ils me disent studio, prix de lancement 800 000 dirhams. 800 000 dirhams, ça fait 200 000 euros. Je pense que dans quelques années, ça sera impossible de trouver un studio à moins de 200 000 euros à Dubaï. Mais ça me paraît logique aussi, parce que comme tu dis, j'ai acheté un studio à 200 000 euros à Paris, le mec, il va dire, mais t'es fou en fait. Et Dubaï, je pense que ça tend dans cette direction-là aussi. Ouais, à chaque fois qu'il y a un nouveau programme qui sort, ça augmente un peu. Les prix planchers, entre guillemets, sont déjà plus élevés. Exactement. À chaque fois, quoi. Exactement. Alors qu'on pourrait penser que il peut y avoir de la saturation parce que ça fait que de construire, etc. et qui vont, entre guillemets, avec la concurrence, se positionner à chaque fois à des prix. Non. Et ça fait gueulanter tout le monde. De tous les promoteurs. Tous les promoteurs. Tout le monde monte. De façon générale. Compte quand même. C'est-à-dire que pour en revenir à la toute première question. Et pire que ça, en parallèle, désolé de te couper. Ouais, ça dernière fois. Non seulement les prix augmentent. Et puis aussi, j'ai l'impression que les espaces se diminuent aussi, les mètres carrés, un petit peu comme on a vu en France. Tu vois, en France, on a perdu du pouvoir d'achat énormément. D'ailleurs, quand on voit à l'époque de nos parents, ce qu'ils pouvaient acheter une maison avec un emploi normal. Et avoir un T2, tu avais une cuisine, une vraie cuisine. Séparée, machin. Une pièce de vie et une chambre. Voilà, t'as tout dans le salon. Donc, non, mais c'est pratique. Donc en fait, il y a un vrai phénomène de, tu vois, les espaces se restreignent quand même. Et en parallèle, les prix augmentent. Donc, on arrive sur des prix au mètre carré un peu plus élevés. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Pour en revenir, avant que tu m'interromps. Désolé. Ouais, je t'ai dit, c'est la dernière fois par contre. Non, mais pour revenir à la question initiale, qui était de dire est-ce que c'est encore une opportunité actuelle ? Bah là, en fait, tu viens de nous donner encore une autre réponse. C'est-à-dire qu'il valait mieux investir hier ici qu'aujourd'hui. Maintenant, il vaut probablement mieux, pour ceux qui sont intéressés en tout cas, investir aujourd'hui que demain. 2-3 ans. Effectivement. Moi, il y a des personnes qui me disent ouais, je te recontacte dans quelques mois, dans 6 mois, parce que je vais me constituer une épargne un peu plus importante. Et je leur dis oui, mais le temps que tu perds à constituer une épargne plus importante, tu auras peut-être un pouvoir d'achat moins important qu'aujourd'hui. Enfin, c'est fou, quoi. C'est un peu comme peut-être, tu vois, la période Covid sur la Côte d'Azur, le prix des villas individuelles. Explosé pendant le Covid. Donc, quelqu'un qui voulait travailler 6 mois de plus, 1 an de plus pour économiser, pour avoir son apport, pour pouvoir acheter un bien, que tous les biens ont pris 30%, 40%, en fait, il se retrouve dans un mois, dans 6 mois ou dans un an, après, à pouvoir, avec plus d'argent, épargner, acheter plus petit, plus cher. Donc, c'est un peu ce sentiment-là, tu vois. Ouais, d'accord. Donc, voilà, donc, on va rebondir, on va faire une transition vers
une autre partie des questions qu'on a reçues sur l'achat et les financements, parce que pareil, il y a beaucoup de questions. Bien sûr. Les étrangers, on y a un petit peu répondu, mais les étrangers peuvent-ils acheter à Dubaï? Et est-ce que quand on est étranger, on est vraiment propriétaire? Et je pense que ça fait référence à des pays qu'on a abordés d'ailleurs dans d'autres podcasts, comme Bali par exemple, où on n'est pas réellement propriétaire du terrain. Et Donc, tu vois, comment ça se passe? c'est super que tu parles de Bali. Alors, déjà, je vais répondre à ta question. Oui. On est vraiment propriétaire. Oui, on a un titre de propriété et c'est du freehold. Donc, on est propriétaire à vie. On peut aussi léguer son bien à ses enfants. Donc, il y a 125% de frais de succession. Donc, un bien qui fait 2 millions de dirhams, il y aura 2500 dirhams. Donc, un bien qui fait 500 000 euros, il y aura 600 euros de frais de succession sur le. C'est exceptionnel quand même. Ça, c'est un vrai problème en France. Ouais. Ça, c'est un vrai problème en France. En France, il faut faire, on l'avait dit, des stratégies de démembrement, etc., de propriété anticiper 15 ans avant pour pas se faire. Mais des fois, la succession, on n'a pas le temps de la prévoir aussi quand il y a un décès. Bien sûr. Non, mais alors déjà. Tu connais pas la date de ton décès en théorie. Déjà, à Dubaï. Oui, on est propriétaire à vie et puis il n'y a aucun problème pour les frais de succession. Déjà, ça, c'est une chose exceptionnelle. Mais aussi, tu me parlais de Bali il y a une seconde là. Et en fait, ce qu'on voit à Bali, c'est que par exemple, tu vois, le gouvernement balinais protège les Balinais. Donc, ça veut dire que toi et moi, demain, on veut investir à Bali, on n'est pas propriétaire. Il y a des zones à Dubaï où on ne peut pas être propriétaire. Ça aussi, il faut faire attention. Il y a des zones où on peut l'être. Donc propriétaire à vie, il y a des zones spéciales GCC. GCC, c'est Gulf Country Corporation, donc c'est tous les pays. Toujours obligé de montrer qu'ils parlent bien anglais, ce garçon. Tous les pays, donc voilà, donc les Émirats, Arabie Saoudite, Bahreïn, Koweït, Qatar, donc il n'y a que eux qui peuvent investir. Ouais. Et en fait, regarde, je vais rebondir sur quelque chose en parlant de ça. Tu vois, par exemple, Dubaï, il y a plein de critiques, etc. Machin, bon. Mais sauf qu'eux, ils protègent leurs habitants, leurs citoyens. Il y a des zones, où ils ont des terrains gratuitement. Tu vois, ils ont des prêts à taux zéro pour construire leur villa. À Bali, tu peux pas être propriétaire. Nous, en France, on se fait manger par tous les investisseurs étrangers, les Russes, les Ukrainiens, les Chinois. Il n'y a pas de protectionnisme. C'est un vrai problème. Ça, c'est un vrai problème. En France, on est en concurrence avec des mecs qui je sais pas, qui ont des ressources. Moi, quand parce que je les vois à Dubaï aussi, ces personnes à acheter. Mais en France, déjà, on est en train, sans compter qu'on est en train de dilapider les richesses de la France. Bon, ça, c'est une autre parenthèse. Mais tu vois, on est en concurrence sur la Côte d'Azur, nous, avec des personnes qui ont beaucoup d'argent. Elles font exploser le prix de l'immobilier et on n'est pas protégés, nous, en tant que Français. C'est à double tranchant parce que parfois, on en profite. Nous, on fait du marchand avec mon associé dans le sud de la France. On est content d'avoir des personnes qui viennent parfois de l'étranger, qui ont un pouvoir d'achat qui est différent, qui vont nous acheter nos appartements. Mais à côté de ça, l'accès à la propriété, elle est aussi plus élevé, quoi. Non, mais c'est pour ça que je dis c'est pas une bonne chose. C'est vrai que le modèle, dans sa globalité, est smart, en fait. Ouais, mais dans sa globalité, je pense que c'est un problème comme en France. Tu vois, évidemment, quand tu fais du marchand sur la Côte d'Azur, oui, c'est très spécifique. Oui, c'est et t'en profites. Mais sinon, globalement. Et alors, attends, regarde, à Dubaï, il y a des zones. Il y a des zones spéciales pour les investisseurs, tu vois, pour les investisseurs étrangers, et il y a des zones spéciales pour les résidents. C'est pour ça que c'est smart, c'est-à-dire qu'ils encouragent les étrangers à venir investir, etc., avec des zones, des secteurs dans lesquels ils peuvent investir. Et en plus, ils font ce qu'il faut avec l'imposition et la fiscalité pour que vraiment ils accèdent à des produits d'investissement qui sont très pertinents. Et à côté de ça, ils protègent aussi, entre guillemets, leur population, leurs citoyens, avec des secteurs où ils vont privilégier ces citoyens. C'est un vrai exemple. C'est vrai que c'est pas mal. On peut faire les deux, quoi. On peut faire les deux. C'est intéressant. Bref, donc oui. Et la réponse à la question, c'est oui. Ouais. Donc l'autre question qu'on m'a posée, est-ce qu'il faut être résident pour investir? Non, pas du tout. Voilà. Évidemment, en résident, d'ailleurs, la plupart des personnes qui diversifient à Dubaï ne sont pas résidentes. Oui. Donc elles sont résidentes françaises, elles sont résidentes fiscales françaises. Ouais. Ils souhaitent diversifier à Dubaï. Ils n'ont absolument pas besoin de. On peut avoir des papiers de résidence à terme, grâce à l'investissement immobilier. On reviendra dessus. On en avait parlé. D'ailleurs, si à l'issue de cette vidéo, il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, elles sont probablement dans les 2 vidéos qu'on a réalisées. Ou alors les gens peuvent même poser en commentaire. Vous les poser. Michael, il vous y répondra. Ou moi, si je connais la réponse. Très bien. Alors, justement, est-ce qu'acheter un bien immobilier ici, tu en as un peu parlé tout à l'heure, donne droit à la résidence? Alors, oui, selon le montant. Il y a 2 paliers, on va dire. Le premier palier, c'est 750 000 dirhams, donc c'est l'équivalent peut-être d'un 2 pièces. Dès qu'on investit et qu'on a un 2 pièces, qu'on est propriétaire d'un 2 pièces, on peut avoir un visa investisseur, donc qui dure 2 ans, renouvelable, ce qui nous permettra à terme aussi donc d'avoir la carte de résidence et d'ouvrir des comptes bancaires aussi en tant que résident. D'accord. Ok.
Ça, c'est la première chose. Et le deuxième palier, c'est 2 millions de dirhams, donc ça fait à peu près 500 000 euros, qui peuvent être d'ailleurs en plan de paiement et aussi avec du financement. Donc si on investit ce montant-là, même si on a un crédit dessus, voilà, exactement, même s'il y a un effet de levier, on peut avoir son Golden Visa. Son Golden Visa, ça peut aller assez vite pour ceux qui veulent. Bien sûr. Donc on peut avoir son Golden Visa. Golden Visa, c'est une carte de résidence qui dure pour toi et toute ta famille d'ailleurs aussi, tes enfants, etc., ta femme, et qui dure 10 ans. Qui procure énormément d'avantages, mais aussi l'avantage principal, c'est d'avoir de la résidence à Dubaï. Pendant 10 ans, tu n'as pas besoin de pointer ici de temps en temps, tous les 6 mois, de passer un certain nombre de jours, etc. Tu peux venir quand tu veux, tu es à la maison, exactement pendant 10 ans. Et donc, évidemment, résidence, ouverture de compte en banque, discrétion fiscale, etc. Donc, il y a beaucoup de personnes qui souhaitent, qui aiment bien diversifier ici pour ces raisons aussi. Il y a beaucoup de personnes, quand je vois, moi j'ai beaucoup de clients qui sont à leur compte en France, ils font des missions, je sais pas, peut-être des ingénieurs, des informaticiens, etc. Il y a beaucoup de personnes là qui ont des missions et qui se font exploser par l'URSSAF, qui me disent voilà, moi à terme, j'achète mon bien immobilier, je me fiscalise à Dubaï parce que je passe du temps ici, etc. J'encaisse mes missions là-bas et en fait, quand tu n'as pas l'URSSAF à payer, tu fais x2, quoi. Donc tu as deux fois plus de. Et en plus, j'extrapole un petit peu, mais non seulement tu as plus de pouvoir d'achat, mais en plus, le coût de la main-d'œuvre à Dubaï est très faible. Donc tout ce qui est service, je sais pas, taxi, ménage, etc., ça coûte rien. Tu vois, donc en fait, alors non seulement tu gagnes le double, et en plus tu as beaucoup plus de pouvoir d'achat parce que on va dire les services quotidiens coûtent beaucoup moins cher. C'est intéressant, là, c'est peut-être une digression, mais souvent on dit ouais, mais Dubaï, pour y vivre, il faut beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je pense que les gens qui viennent en vacances aussi, ils vont dans les restaurants, etc., pour se faire plaisir pendant une semaine et tout. Ils vont vraiment profiter des choses, entre guillemets, touristiques, des points d'intérêt. Maintenant, quand on vit ici, au quotidien, est-ce que toi, tu as le sentiment qu'il faille vraiment... alors... Est-ce que est-ce que la vie coûte cher? Est-ce qu'elle coûte plus cher qu'en France? Je vais te dire, la vérité, c'est que ça dépend. Si tu viens tout seul et que tu habites dans un petit appartement normal, le loyer sera un peu plus cher qu'en France. Le coût de la vie sera moins cher, donc les courses, etc., c'est à peu près similaire. Essence, etc., bon, évidemment, c'est moins cher. Voiture, bon, voilà, c'est à peu près pareil, mais bon, voilà. Transport, c'est moins cher. Et les restos, etc., ça dépend comme tu vis. Encore une fois, tu peux aller manger petits restos du coin, tu peux te faire tes courses toi-même, ou tu peux aller dans les endroits super chers, comme en France, où tu peux te faire exploser au restaurant, quoi. Donc voilà, ça, c'est la première chose. Par contre, où c'est plus cher quand même, c'est quand tu viens avec des enfants. L'école a un coût, donc si tu viens avec 2-3 enfants, oui, ça va te coûter plus cher qu'en France où il y a tout qui est gratuit. Ça dépend aussi si tu es propriétaire ou tu es locataire. Les loyers sont quand même assez élevés à Dubaï. C'est pour ça que c'est très bien pour les investisseurs de diversifier à Dubaï, parce que les loyers sont quand même élevés comparé au coût d'acquisition. Oui, ça fait des rendements. Donc ça fait des rendements, voilà, pas très loin des 10%, un peu moins de 10%, mais voilà, bon, ça reste des très beaux rendements, surtout que c'est après impôt, enfin je veux dire après, quitte à comparer en France, après impôt on compare aussi. On va dire que le brut est proche du net, quoi. Donc voilà, il y a pas vraiment, ça dépend de chaque personne. Si tu viens avec 3 enfants et que oui, ça va coûter cher. Après, les personnes qui viennent à Dubaï en famille, en général, elles ont des packages grâce aux entreprises qui leur permettent d'avoir des allowances. Donc c'est des on va dire forfaits pour l'école, pour l'appart, etc. Donc voilà, c'est Très bien. Donc demain, je vais me positionner sur un bien. Je te contacte. Salut Mika, bonjour. Comment j'envoie de l'argent pour acheter un bien ici? Ouais, alors déjà, ce qu'il faut, petite parenthèse, mais quand tu veux te positionner sur un bien, ça va quand même assez rapidement à Dubaï. Donc il faut que tu sois prêt à envoyer de l'argent. Donc maintenant, le problème en France, c'est les banques. Les banques françaises, alors non seulement elles sont lentes, et puis en plus, elles ne veulent pas que tu sortes l'argent de France. Ça, c'est un vrai problème. Moi, j'ai des clients qui veulent sortir, des clients banques privées, etc., qui veulent sortir des fonds. Les banquiers qui disent ah non attendez Dubaï vous allez vous faire avoir, c'est pas vrai, c'est très risqué, laissez-nous vous proposer des produits structurés de notre banque, tu vois ce que je veux dire, donc des produits à 3 bref donc en gros le système le plus facile pour pouvoir sortir des fonds, c'est de passer par des néobanques. Donc il y a des banques par exemple Wise qui est basé, je crois, en Belgique, si je dis pas de bêtises. Enfin, ils ont changé d'emplacement, mais je crois que c'est en Belgique maintenant. Et donc, en gros, le mieux, c'est d'aller voir son banquier et lui dire, voilà, je souhaite envoyer des fonds, donc mes fonds, sur mon compte Wise. Et Wise, après, il laisse, par exemple, envoyer les fonds assez facilement à Dubaï. Donc, il faut passer malheureusement par une banque de transit. Après, tout dépend de sa relation avec son banquier. Oui. Mais bon, il peut y avoir ce sujet-là, quoi. Et puis aussi, quand on passe sur ces néobanques, on a le contrôle sur la conversion des fonds. Alors que quand tu envoies de ta banque française,
Bah, on sait pas trop où se fait la conversion. Sûrement à Dubaï, ils prennent leur marge, etc. Ouais, Donc, bon, sûr, vrai, moi, je vais te donner une petite histoire. J'ai un client de Monaco qui a acheté 3 appartements à Dubaï et je commence à lui parler de Wise et tout. Il me dit, Mickaël, mais laisse-moi, je suis en banque privée à Monaco, qu'est-ce que tu me parles de Wise, tu vois. Et je lui dis, ok, pas de problème. Tu fais ce que tu veux, de toute façon, voilà. Et en fait, il voyait que sa banque privée lui prenait 600 € par virement et il se faisait exploser sur les frais de conversion. Il m'a appelé direct, Mickaël. Et en fait, comme en fait, tu achètes 3 apparts, donc x3 par virement, je te parle. Hein. Donc x3, plus chaque virement que tu fais régulièrement, il m'a appelé direct. Il m'a dit, c'était quoi le Wise direct, tu vois, genre, bon, ouais, bref, en gros, faut être vigilant, il faut faire attention parce qu'on peut perdre beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Oui. Mais ça peut vite, entre la conversion, en plus les frais bancaires, etc. Bon, voilà, donc c'est une bonne question. C'est une bonne remarque. Merci. Très bien, très bien. Alors, une autre question. Peut-on payer un bien immobilier en espèces ? Alors, officiellement, non. Les développeurs gouvernementaux, ils essayent de traquer, etc. Parce que justement, Dubaï, ils essayent d'être le plus clean possible. Oui, par rapport à... Concrètement, je te réponds honnêtement, hein, concrètement, oui, aucun problème. Demain, tu arrives, tu vas... En fait, ça dépend chez quel développeur. Mais les développeurs gouvernementaux, les gros développeurs, c'est un peu plus compliqué. Il y a des solutions, évidemment, mais c'est plus compliqué. Les petits développeurs, on va dire, voilà, pas les plus, enfin pas les gouvernementaux, ceux-là on peut, il n'y a aucun problème. Pareil pour les cryptos. Je ne sais pas si tu as des questions par rapport à la crypto, mais en tout cas. C'est la prochaine question. Voilà. Peut-on acheter avec des crypto-monnaies ? Et puis ensuite, il y a une question sur la fiscalité par rapport aux cryptos. Mais oui, est-ce qu'on peut acheter avec des cryptos ? Aucun problème aussi. D'accord. Aucun problème. Très bien. D'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aussi qui ont des cryptos. Elles aiment bien sortir tout ça à Dubaï pour pouvoir diversifier en immobilier. J'ai vu qu'en France, il y avait un article la dernière fois où un notaire il disait qu'il allait accepter les j'ai vu ça aussi. J'ai vu passer ça. Ça commence. En tout cas, ici, c'est tout à fait possible. C'est bien encadré. Oui, mais le problème en France, c'est qu'ils se mangent la flat tax. Donc, tu peux investir avec tes cryptos, mais tu te prends 30 ou 33%, je crois, maintenant sur les cryptos. Où ils veulent passer à 33, je crois. Ça y est, là, ouais, avec le vote du budget. Ouais. En fait, il n'y a aucun intérêt. Enfin, je veux dire, tu te manges une flat tax à 33%. La Dubaï, elle n'y est pas, quoi. Elle n'y est pas, ouais. Et d'ailleurs, donc justement, pour revenir sur la fiscalité, autre question d'un abonné. Crypto et fiscalité, comment cela est-il taxé pour les résidents français ? Quel montant donne droit au titre de résident ? Cette question, on a déjà répondu sur le montant qui donne droit au titre de résident. Le montant, voilà, c'est 750 000 dirhams. Mais alors, comment cela est-il taxé pour les résidents français ? C'est-à-dire si c'est un résident fiscal français qui paye en crypto ? Ah bah alors, si il fait les choses correctement et qu'il paye sa plus-value en France, et après il peut sortir ses cryptos et investir à Dubaï. Donc lui, il sera taxé à 30 ou 33 sur la flat tax, on vient d'en parler. Mais après voilà, il y en a plein, ils envoient d'un wallet à un autre et bon, ils esquivent comme ça. Donc bon. Alors nous, on pousse pas les gens à esquiver, hein. pas sur VDV, mais ça se fait. Très bien. Quels sont les documents ? On va parler d'administratif parce qu'en France. Le notaire, avec plaisir. Le compromis ou la promesse, la réitération, tous les documents, les DTG pour les immeubles, tout ça, les diagnostics, etc. Bref, quels sont les documents nécessaires pour acheter à Dubaï ? Ton passeport et avoir un peu d'argent. Voilà. D'accord. Donc un document, c'est un billet, quoi. Non, passeport. Passeport. Quand tu te positionnes sur un bien, dans l'ordre, demain, tu veux acheter un bien, tu me passes ton passeport, on remplit une espèce de KYC assez rapide. Après, le développeur, il te fait une reservation form. Donc, une espèce de petit compromis, tu vois, rapide, qui résume ce que tu achètes, où tu achètes, le nombre de mètres carrés, etc., qui tu es, où est-ce que tu es résident fiscal, où est-ce que tu habites, etc. Tu signes ce document. Après, tu payes tes 24% et après, tu as ton SPA. On avait parlé sur la première vidéo. Le SPA, c'est le Sales and Purchase Agreement. Et en gros, c'est un acte authentique. Donc, l'acte authentique, tu le signes. Mais voilà, jusqu'à présent, tu as eu droit à tu as eu besoin de ton passeport et d'inversement. Après, voilà, c'est assez simple. Pas de lourdeur administrative. Non, aucune lourdeur administrative. En plus, là, les SPA, avant, ils les envoyaient. Donc, tu devais signer, contre-signer la poste. Je t'explique même pas les galères, des trucs qui se perdaient, etc. Ça perd du temps. Maintenant, ils commencent à le digitaliser aussi. Donc, c'est encore plus fluide. DocuSign. Ok. Quels sont les frais à prévoir lors de l'achat immobilier ? Je pense que ça fait référence aux frais de notaire notamment. Ouais, il y a des frais de notaire frais d'acquisition. Il y a des frais. En fait, c'est pas de notaire, c'est DLD, Dubai Land Department. Donc c'est le département qui. D'ailleurs, c'est très bien que ça a été créé. Ces 4%, c'est eux qui organisent un petit peu le contrôle des constructions. Donc, ils envoient des experts, etc., regarder les progrès parce que les fonds ne sont pas envoyés aux développeurs quand tu payes. Tu payes sur un compte séquestre. D'accord. Donc ça, c'est très bien pour la protection des investisseurs. Donc voilà, donc il y a ces 4% payés. Après, quelques petits frais en plus, équivalent de 1 000 € en plus
pour enregistrer ton titre de propriété. Là, tu parles si on fait de l'achat avec un plan de financement pour une construction neuve. Exactement. Si on C'est achète la un plupart. appartement- Moi, je te parle de 90%. Oui, oui. Voilà. Si on achète un appartement qui est déjà sorti, Il y a aussi les 4% il y a à les payer. 4%. Plus, il y a 2% de frais d'agence pour il y a des quelques frais en plus quand on va à la trustee office, etc. Bon, Ok. c'est des petits frais en plus aussi. D'accord, donc ça Ouais. fait des frais d'acquisition qui sont inférieurs à ce Allez, qu'on paye en France. 4,5% max. D'accord, mais avec voilà. en plus, contrairement à ce qu'on a en France, comment dirais-je, cette possibilité d'avoir un contrôle qui est fait par, en gros, le notaire d'ici sur la construction, puisque lui, il garde les fonds, mais il va quand même Ouais, c'est le contrôler. gouvernement en fait, c'est pas le notaire, c'est Ah le, oui, oui, c'est le c'est gouvernement le carrément. Voilà, D'accord. c'est le gouvernement qui vient contrôler. Ça, c'est très bien pour sécuriser les investissements parce qu'il y avait des problèmes avant à Dubaï. En fait, avant, il n'y avait pas ce J'avais des système-là. questions sur ça. On pourra Ouais. revenir. Ouais. Et donc en fait, maintenant, tu n'envoies pas tes fonds aux développeurs, tu envoies ça sur un compte séquestre. Donc en D'accord. fait, voilà, tes fonds sont protégés et Ouais, sont ouais. libérés seulement en Ah fonction ouais, de la c'est bien progression. Et tu peux même suivre sur ton application à distance. Donc moi, évidemment, je suis sur place. Je vais régulièrement sur les projets envoyer des photos, vidéos aux investisseurs. Aux clients. Et évidemment. Qui sollicitent. Ouais. Par contre, ils peuvent aussi avoir l'option de le faire sans passer par moi. quoi. Ouais, d'accord. Ouais. Ok. Donc c'est bien. Très bien. Donc les frais à prévoir, on en a parlé. Existe-t-il une taxe foncière à Dubaï? On l'a évoqué déjà. Ouais. Non. Les plus-values immobilières sont-elles taxées? Non. Voilà, hein. On va pouvoir passer à la troisième partie. Donc on va parler du processus de construction et des promoteurs, parce qu'on l'a déjà évoqué un petit peu. Très bien. Donc j'ai une question. Processus de construction. Comment fonctionne la construction immobilière à Dubaï? Est-ce que c'est similaire à la France en termes de permis et de délai? Alors les délais déjà non. Mais quand tu parles de construction, tu parles de construction d'une tour ou d'une construction d'un investisseur qui souhaite construire? Parce que ça, je suis pas. Non, expert là-dessus. je pense que la question, alors j'ai pas fait préciser à l'abonné, je pense que c'est la construction globale immobilière à Dubaï. Ah, bonne question. Non, je pense que c'est effectivement pour un investisseur qui voudrait effectuer sa propre construction ici. Ouais, alors, mais En en termes fait, de permis, oui, c'est ça la question. C'est à peu près pareil que pour une tour. De toute façon, les documents c'est à peu près les mêmes. En France, on a Ouais. quoi? On a le PLU à respecter. Ouais. Faut demander à l'urbanisme, etc. Ouais, après en France, on a les autorisations administratives. Bon, il y a des délais énormes. Après, à Dubaï, je suis Permis pas expert d'aménager, pour les permis, délais, par contre, mais c'est beaucoup plus rapide quand même. Mais il faut contacter évidemment le DLD, donc le Dubai Land Department, et aussi la DDA, donc Dubai Department Authority. M'interroge pas. Faut que je. Mais voilà, Ouais. il y a DDA à contacter et Dubai Development Authority et le DLD. Donc voilà, il y a ces entités gouvernementales à contacter pour pouvoir construire. Et par contre, les délais sont quand même plus rapides. Même par exemple, les tours, il y a des tours qui se sont livrées en 2 ans en fait. C'est des D'accord. tours énormes. Alors que nous, en France, parfois, tu veux construire ta maison, en 2 ans, tu n'as même pas Je pense que l'acceptation c'est du ça, permis. Quoi. La question, je pense que c'est ça, c'est quelqu'un qui veut faire construire sa maison, par exemple. Est-ce qu'en termes de délai administratif pour recevoir les autorisations, etc., de permis, est-ce que ça va être plus long qu'en France? Après, c'est quand même très rare. En fait, les personnes qui souhaitent faire construire leur maison, elles se positionnent souvent dans des communautés de villas. En fait, parce que tu ne fais pas juste construire ta maison comme ça. Ouais. En fait, tu te positionnes dans une communauté de villas et c'est des master développeurs, donc des développeurs gouvernementaux Qui, de toute façon, qui te font la communauté complète avec les écoles, avec les lagons, avec les machins, voilà, avec tout complet. Et donc, toi, tu as ta villa qui est construite. Une villa, en général, comme les développeurs, ils construisent la communauté complète, on a pour 3 ans, 4 ans de construction. Parce qu'ils te livrent tout en même temps. Ils ne vont pas te livrer ta villa et rien avec. Donc voilà, on est plus sur des délais un peu plus longs quand même, parce que c'est des communautés, des villes, en fait, c'est des mini-villes entières. Donc voilà, on est sur 4 ans. Après, on avait abordé dans la vidéo précédente, pour ton projet à toi d'achat-revente, de rénovation, tu avais eu des demandes à faire. Tu nous avais expliqué que les délais, c'était rapide. C'était plus rapide qu'en France. Mais d'ailleurs, la maison, elle est sur le marché, là, elle est en vente. Donc elle est finie, ça fait 5 mois. 5 mois on a mis 5 mois et demi, 6 mois de rénovation, ça c'est pas mal. Ah, c'était rapide. C'était rapide. Mais Ouais. bon, pareil, la main-d'œuvre moins chère. Très bien, d'accord. Donc en termes de permis et de délai, c'est pas plus long qu'en France, quoi. C'est relativement plus court. Mais évidemment. Quels sont... Tout est plus simple. Attends, juste pour même quand tu veux venir ouvrir une société, tu vois la comptabilité, etc. Tout est plus fluide ici en fait. En France, on est les experts pour casser la tête aux gens, quoi. Tu vois, donc, Alors j'ai une question. Je pense qu'il va falloir que tu te mouilles dans celle-là. Quels sont les promoteurs les plus fiables selon toi? Ça ne veut pas dire que tu vas dénigrer forcément les autres, si tu souhaites en tout cas les citer, mais quels sont pour toi les promoteurs les plus fiables? Alors, c'est une question assez vaste dans le sens où la raison voudrait que les promoteurs les plus fiables sont les développeurs gouvernementaux parce qu'ils construisent des communautés entières.
C'est pas juste une tour et il n'y a plus rien. Quand tu dis constructeurs gouvernementaux, c'est-à-dire qu'ils sont validés par Non, le ils gouvernement? sont détenus par le gouvernement. Ils sont détenus par le gouvernement. Donc par exemple, pour dire des noms, il y a une boîte qui s'appelle Dubai Holding. Ils sont propriétaires de Dubai Properties, donc qui est un développeur. Meras, Nakhil, c'est ceux qui ont fait les palmes, etc. Donc quand je dis palme, c'est la palme Jumeirah et la nouvelle Jebel Ali. Ok. Voilà, donc il y a des développeurs comme Emar aussi, qui est semi-gouvernemental aussi. Donc qu'est-ce que ça veut dire semi-gouvernemental? C'est quand les dirigeants font des plans d'expansion de Dubaï, ils incluent aussi les développeurs pour pouvoir développer la ville grâce à leur communauté. Donc ça, la raison voudrait que ces développeurs sont plus fiables parce qu'évidemment, ils sont détenus par le gouvernement. Donc voilà. Après, les petits développeurs, je pense pas que ce soit moins bien parce qu'en fait, au lieu de s'asseoir sur leur laurier et dire voilà, on a le nom Emar en haut de la tour, ils essayent de faire des finitions plus quali. En fait, il faut se dire que quand tu arrives, tu es un nouveau développeur, tu es un petit développeur, tes premiers projets sont une vitrine. Donc, tu as tout intérêt à mettre le paquet sur faire quelque chose quali. Donc, bon, voilà, il y a pas de. Voilà, ça reste de l'immobilier. Il y a des problèmes chez des gros développeurs, par exemple Damac, qui ont énormément de problèmes, etc. Ah, j'ai lu des choses comme quoi il y avait des problématiques. Bref, on ne va pas citer des noms. Pareil, on pourrait passer pour une heure, mais il y a des petits développeurs parfois qui font des prestations vraiment très intéressantes comparé à des gros développeurs qui ont leur nom au haut de la tour et qui se disent voilà, je m'assois sur ma réputation. Et donc voilà. Donc ouais, ça dépend. Et puis en fonction, et évidemment, ça dépend du budget aussi. Et ça dépend de la prise de risque. Il y a des personnes qui voudront dormir tranquille. Si tu veux dormir tranquille avec un bien quali, tu vas chez Shoba par exemple. C'est un développeur indien, mais très très puissant, qui a des projets aussi avec le gouvernement d'autres Émirats, etc. Mais bref, vraiment intéressant. Et là, c'est très qualitatif. D'accord. Oui, donc ça dépend aussi ce qu'on veut comme ça prestation, dépend aussi, exactement. comme produit, si un peu quel plus le goût du risque, on veut, quoi. Tu vois. Par contre, évidemment, tu payes plus cher ou alors ils font moins de superficie. Donc en fait, bon, voilà. Tout dépend, c'est une question qui est. Mais c'est vrai que quand on est profane, on voit beaucoup de publicité avec beaucoup de promoteurs, etc. De toute façon, voilà, tu sauras, toi, aiguiller les personnes qui te contacteraient selon, encore une fois, leur profil, leurs objectifs et ce qu'ils veulent comme punition, etc. Tu sauras les orienter vers le bon promoteur. Évidemment. Quoi. Okay. Alors, on a un petit peu parlé de ça, c'est un peu sous-entendu. J'ai une question, enfin j'en ai même eu deux, sur les escroqueries. Comment identifier les arnaques? Escroqueries. Ouais, j'ai eu ça à Dubaï, parce que il y en a qui en parlent. Tu parlais tout à l'heure du banquier qui dit attention. C'est vrai. Moi, c'est vrai que j'ai des personnes qui suivent la chaîne qui sont pas forcément, parce que moi, c'est vrai que Dubaï, j'en parle parce que voilà, je viens ici avec toi, etc. Mais moi, je suis plutôt sur l'IMO en France. Et donc, ma communauté sont plutôt alignés, enfin, entre guillemets, avec l'IMO français. Voilà. Et donc, les gens qui ne connaissent pas se disent bon, bah, je vais m'intéresser, il y a cette vidéo, il y a ces vidéos, je vais m'intéresser, etc. Mais il y a tout de suite, ils voient tout le monde qui en parle, les influenceurs qui en parlent aussi, etc. Donc, ça peut, pour certains, il y a eu des escroqueries il y a quelques années, donc on va en parler, enfin, pas de ce qui s'est passé, mais en gros, il y a toujours une méfiance. C'est comme ça. Bien sûr. En France. Mais c'est normal. Enfin, je veux dire, c'est même bien de se méfier. On investit à l'étranger, c'est une langue différente, c'est des devises différentes. Voilà. Donc, comment identifier les arnaques immobilières et reconnaître un promoteur sérieux? Ça, on a déjà partiellement répondu. Est-ce qu'il y a des pièges à éviter concernant justement les promoteurs? Alors, les arnaques. Bah déjà, je pense que Dubaï, c'est assez mal vu parce qu'il y a beaucoup de scammers, mais pas pour des projets IMO, mais il y a beaucoup de. Oui, c'est marketé parfois. Les infopreneurs, machin, dropshipping, etc. Il y en a plein qui sont basés ici, etc. Donc, c'est pour ça que. Attention, parce que tu me cherches. Non, voilà, c'est pour ça que c'est assez mal vu. Et en fait, il y a aussi une mauvaise réputation pour l'immobilier, mais c'est qu'il y a quelques années, pendant les crises, il y a eu des promoteurs qui ont mis la clé sous la porte et qui sont partis, donc avec les fonds. Donc ça, c'est une réalité. Par contre, on a parlé du compte séquestre il y a quelques minutes. Évidemment, il y a le compte séquestre qui a été mis en place par le gouvernement de Dubaï. Suite à cette période pour complètement protéger les investisseurs étrangers. Parce qu'évidemment, quand tu veux être la première ville, le numéro 1 dans le monde, et que tu as des casseroles de promoteurs qui mettent la clé sous la porte, non, il faut te protéger. Donc, tu es obligé de protéger les investissements étrangers. Donc voilà, le compte séquestre, c'est la première chose. Après, il faut évidemment regarder que le développeur soit bien enregistré au Dubai Land Department, au RERA. Donc c'est Real Estate Regulatory Agency. Ok. Bah, ça c'est d'ailleurs, donc ça c'est un élément de réponse. Comment identifier, comment reconnaître un promoteur sérieux? Faut qu'il soit. Mais après, quand tu travailles avec quelqu'un
qui est pas fou non plus, parce qu'en fait, nous aussi, chaque agent, on a notre carte, broker card RERA, donc carte d'agent immobilier qui est équivalent à la carte T. Donc, vous devez, ou leur, c'est pas nécessaire, mais c'est bien de la demander. On peut vérifier la validité de cette carte. Donc, c'est très important de prendre ces précautions. Oui, d'avoir un agent déjà sérieux. Bien sûr, un agent déjà sérieux. Et puis aussi, pour rebondir sur les agents, moi, j'encouragerais pas forcément les personnes à travailler avec des grosses agences. Je vais m'expliquer, tu vois. En fait, les grosses agences, selon moi, parce que moi, tu vois, je reste quand même... C'est un piège d'éviter. Oui, toi, tu as une structure... plus petite. Ouais. Tu vois, j'ai quelques personnes qui font administratif, pareil pour les montages, etc. Mais bon, pour la vente, c'est moi qui m'occupe de la vente. D'ailleurs, j'ai eu plein de CV grâce à nos vidéos, etc. Mais en général, voilà, je préfère m'occuper moi de vendre à des clients parce que, premièrement, j'ai pas forcément besoin de vendre grâce à mes investissements immobiliers. Mais je vais rebondir sur les grosses agences. Les grosses agences, elles ont énormément de frais. Elles ont des locaux à payer, elles ont énormément de frais de publicité. Les gens, ils sont harcelés par les pubs, tu vois. En plus, un système d'enchères entre eux, il y en a tellement. Que ça, voilà. Et en fait, ce qui se passe, je vais aller plus loin que ça. C'est qu'il y a des télés, des tableaux avec les chiffres du mois, les chiffres de la semaine. Ah, oui. Donc les agents, ils sont motivés. Et en plus, et même les agences sont motivées parce qu'elles ont des gros bonus de la part des développeurs pour avoir des bonus en plus quand elles sont les premières. Mais sauf que quand tu as une tour qui sort, exemple à l'appui, il y a une tour qui sort, et que tu sais qu'il y aura une tour derrière et une tour devant. Les apparts que tu vends, tu sais que en tant que honnêteté professionnelle, tu vois, tu sais que ton investisseur, il va avoir une tour devant lui en fait. Donc si tu as un minimum d'éthique, tu lui vends pas ce bien. Sauf que si tu es motivé pour être en haut de la télé là, que tu as besoin de vendre parce que tu as besoin de vendre minimum, je sais pas moi, 7 ou 8 apparts par mois pour être à break-even, pour être à zéro, parce que tu as beaucoup de frais. Et que aussi tu as des gros bonus quand tu vends. Tu vois, il y a des projets, on peut sortir les noms. Prescott Legado, c'est une tour qui est sortie. Il y aura une grosse tour derrière. Il y a plein d'agences, même des françaises, qui ont vendu énormément de biens, qui ont eu des gros bonus. Mais quand tu regardes les investissements, il y aura une grosse tour derrière toi, en fait, devant toi. Enfin, tu vois, genre. Donc en fait, mathématiquement, c'est pas possible de vendre que des bonnes unités. Sauf que il y a un vrai conflit d'intérêt là-dedans. Tu comprends, parce que l'agent, il est payé grâce à la vente. Donc si demain j'ai un investisseur qui me dit, Michael, je veux me positionner sur ce projet-là. Moi, je sais qu'il veut y aller. Il y a plein d'agents qui diront. Vas-y, je te trouve un bien et c'est tout. Et moi, je lui dirais plutôt, non, attends, mais je prends le risque d'attendre et peut-être de ne pas faire une vente dans quelques mois pour attendre qu'il parte sur un nouveau projet que faire la vente tout de suite. Mais tu vois, après, c'est comment tu veux dormir aussi. Je sais, mais de toute façon, moi, il y a des gens qui me contactent parce qu'ils savent que j'essaie d'avoir un discours le plus honnête possible sur ce que je produis en immobilier. Et on m'a posé des questions, on me dit tu as fait des vidéos avec Michael et tout, donc je peux lui faire confiance, etc. Et il y a quelques-uns qui t'ont contacté pour investir avec toi, ils en sont contents, je précise. Et c'est vrai que pour moi aussi, c'est un risque de faire des vidéos avec des personnes, parce que je refuse tous les partenariats. Là, on n'a pas un partenariat officiel. Évidemment, ce qui m'importe, moi, c'est que les personnes qui te contactent soient satisfaites. C'est le cas. Mais effectivement, je comprends bien, et c'est pour ça que, d'ailleurs, on voit toutes ces publicités sur les réseaux, et moi, je suis toujours méfiant. On pourrait penser qu'il y a autant de publicités, etc. Pourquoi ils se battent tous, ils se jouent des coudes pour vendre leur appartement? Ça peut jeter, effectivement, des doutes. Est-ce que vraiment c'est bien? Parce que ça fait un peu vendeur d'arnaque, quoi. Moi, je pense sincèrement que c'est bien d'investir à Dubaï. Par contre, effectivement, l'accompagnement, et il est nécessaire quand on est en France, notamment, il est très important. Et évidemment, je vais dire du bien de Michael. Il y a probablement, évidemment, d'autres agents qui sont très sérieux. Mais faites attention, soyez vigilants, parce que les gens qui vivent ici, qui doivent vendre pour manger à la fin du mois, parce que ils font que ça essentiellement, et Mika, c'est pas du tout son cas, c'est vrai, j'avais pas identifié ça. Mais s'ils se tirent la bourre, s'ils jouent des coudes, ça peut engendrer aussi des dérives, comme celle que tu viens de dire. Moi, je vais te donner 2 exemples encore. Laisse-moi donner un exemple aussi. Alors déjà, un piège à éviter, c'est peut-être les brochures. Tu vois, il y a les brochures. Quand tu vends sur un carré de terre, un carré de sable, tu es obligé de faire une belle brochure marketing. Et ça, c'est très important. Je vais te donner un exemple pour être chiffré. Il y a un client qui me contacte, qui me dit, j'ai un budget de 1,2 million d'euros pour acheter un beau bien, vue mer. Ok ? Je trouve un projet, on va chez le développeur, appartement témoin magnifique, tout bien, brochure magnifique. Et je lui dis, écoute, c'est quoi? On fait attention, les brochures elles sont belles, viens, on demande une vraie photo de la vue. Il me dit, ok, on demande, belle photo, vue mer, un peu moins bien que la brochure. Je pourrais mettre les photos, donc je mettrai la photo de la vue mer sur la brochure, je mettrai la photo de la vue mer tu les as au montage réelle, je les mettrai là. Et je lui dis, et il me dit, ok, go.
Donc il est prêt à signer, il pose son passeport, etc. Prêt à signer. Et donc moi, les coms en IMO, c'est à peu près 5%. Sur 1,2 million, c'est 60 000 euros. Ok, je lui dis, attends, c'est ce qu'on va faire, on va aller sur place. Mais sur place, quand tu vas sur place, c'est un carré de sable. Oui, t'as pas la. Donc tu te rends pas compte en étage quand tu es au 23e étage. Bien sûr. Mais écoute, il y avait une tour juste à côté. On rentre dans la tour juste à côté. Le gars de la sécurité en bas, il était béninois. Donc on parle en français, etc. Et en fait, c'était une tour appart hôtel. Donc il nous monte, il nous fait visiter l'appartement à peu près au même niveau, de exactement. Projeté, quoi. Et on voit la vue. Et je mettrai une photo de la vue, donc brochure et vue normale. Et en fait, tu as 2 tours devant toi et le développeur avait zoomé pour voir la vue mer, en fait, mais sauf que tu as 2 tours devant toi. Ouais, que tu vois pas en fait. Ouais, il a fait un zoom pour éviter. Et là, il m'a serré la main, il m'a dit merci, tu m'as évité une grosse erreur alors qu'il était prêt à signer. Et là, moi, je te pose une question. Combien d'agents immobiliers à Dubaï, alors que le mec, il est chez le développeur prêt à signer, à prendre 60 000 euros, combien lui disent non, attends, viens, on essaie de monter. Je te pose la question. Très peu, évidemment. Et voilà. Nous, on a une agence aussi en France et on voit la façon de travailler des autres. Pour moi, c'est du long terme. Ce client-là, peut-être que du coup, il a pas fait ce projet-là, mais qu'il en fera un ou plusieurs avec toi. Il s'est positionné sur votre bien. Mais bon, voilà. Qui va te recommander. Mais c'est très important. Et ça c'est la vision que j'ai moi de toute façon de la donc confiance. je pense qu'on a répondu. Les pièges. Un autre piège aussi, attention aux offres trop alléchantes. Ouais. Il y a beaucoup de développeurs qui proposent des réductions, des offres, des DLD waivers, donc ils appellent ça, donc c'est des réductions des frais de notaire, etc. Mais les frais de notaire, c'est fixé par le gouvernement. Donc quoi qu'il arrive, ce sera 4%. Donc si eux font ces réductions de machin, c'est que quoi qu'il arrive, s'ils sont obligés de faire ce genre d'offres, c'est que le projet il y a une embrouille aussi. Tu vois, je vais te donner un autre exemple. J'ai un client qui était là il y a un mois. Il dit Mickaël, tu sais, j'hésitais entre toi et une autre personne, une autre agence, et elle me proposait un autre projet, j'ai failli partir dessus. Et moi, ma commission à Dubaï, une commission d'un développeur sérieux, c'est 4 ou 5%. Et je lui dis, mais c'était qui le projet, c'était quoi le truc, le développeur. Il me dit, il me donne le nom. Et je dis, écoute, regarde, parce que moi, je suis en contact avec tous les développeurs, j'ai le choix de travailler avec qui je veux en fait. Oui. Je lui sors, offre exceptionnelle, commission 8%. Je fais, voilà pourquoi il voulait te vendre le truc. C'est pas dans ton intérêt, c'est dans le sien. Et ça, c'est transparent quand la personne fait l'acquisition? Non. Oui, donc toi, tu peux dire n'importe quel agent peut dire. Les personnes ne savent pas. Et en fait, les offres vont même jusqu'à 10%. Ah ouais. Donc en fait, l'agent, il a beaucoup plus. Toi, demain, tu vas investir, je sais pas moi, 300 000 euros. L'agent, dans son intérêt à lui, il a plus intérêt à te vendre un truc à 300 000 euros où il prend 10% qu'où il prend 5%. Il a 2 fois moins de travail. On n'avait pas parlé de ça avant. Ah ouais, je pensais que c'était entre guillemets encadré un peu comme en France. Mais en France, tu as aussi des commissions à 4% hors taxe, à 4% TTC, et ça va des fois jusqu'à 8-10. Hein. Enfin, non, 8, j'ai rarement vu 10, mais ça peut aller jusqu'à 8%. Donc ça c'est important. Non, mais ça, tu peux pas le savoir. Toi, tu as ce devoir de transparence avec tes clients, tu leur dis, globalement. Moi, de façon logique, un développeur qui te propose des commissions plus alléchantes, c'est qu'ils ont besoin de vendre. Si tu as un bon projet, tu n'as pas besoin de faire ça. Tu n'as pas besoin de motiver tes agents à faire ça. En général, c'est souvent ces genres de développeurs qui te proposent des plans de paiement à rallonge, etc. Et quand toi, tu sais que tu fais un bon service, une bonne tour, un bon projet, tu dis voilà, c'est comme ça, tu payes. Si tu payes pas toi, quelqu'un d'autre le paiera de toute façon, parce que je fais quelque chose de bien. Quand tu sais que tu fais une merde, le mec, il est obligé d'attirer les gens, soit en motivant les agents, soit en motivant les acheteurs en faisant des plans de paiement à rallonge. Donc parfois, il y a des personnes qui me disent oui, Mickaël, je veux le plan de paiement le plus long possible, etc. Il faut faire attention. Alors, je dis pas qu'il y a que des projets nuls quand tu as des plans de paiement à rallonge, mais il faut faire très attention. Il faut quand même partir. Il y a des développeurs, je peux citer des noms, par exemple Imtiaz, c'est un développeur très bien qui propose eux-mêmes parfois des plans de paiement après la remise des clés. Ils font des bonnes constructions, etc. Mais parfois, c'est dans des emplacements un peu plus loin aussi. Ouais. Tu vois, donc, l'un dans l'autre, il faut faire attention. Il faut vraiment être bien conseillé. Et c'est vrai que moi, à chaque fois que je viens ici, je me fais la réflexion. Quand j'arrive à l'aéroport, il y avait des personnes qui viennent nous solliciter dans l'aéroport. C'est comme si on arrivait à Paris CDG et qu'il y avait des promoteurs, des Nexity, des Bouygues. Venez, monsieur, regardez, vous l'achetez là. C'est incroyable. Donc ça joue des coudes. Et attention, comme tu le disais tout à l'heure, quand il y a de la concurrence, on peut perdre un petit peu de. Les gens viennent majoritairement pour investir à Dubaï. Enfin, il y en a beaucoup qui investissent à Dubaï. Et puis, c'est une ville qui est en pleine expansion. Quand on dit Dubaï, ça n'a pas d'histoire, etc., l'histoire, elle est en train de s'écrire aujourd'hui. Donc, voilà. Alors, on a passé un peu de temps sur cette question, mais je suis très content d'avoir eu ces échanges sur les agences et sur les points de vigilance. Ok, donc maintenant, on va enchaîner sur les autres questions que j'ai reçues.
Est-ce qu'on peut investir à Dubaï via une SCI ou via une holding française? Alors, c'est une question qui revient de temps en temps. Il y a des personnes qui souhaitent faire transiter avec les holdings mère-fille avec le 5% je crois d'imposition. Donc ils veulent faire sortir des fonds comme ça. La réponse c'est compliqué. Ça ne sera pas une holding française détentrice du bien. D'accord. Par contre, il faut créer une société ici. Et que la holding détient des parts. Exactement. Donc c'est possible. Il y a un montage à fiscal. faire. C'est plus compliqué, c'est plus embêtant à Dubaï parce qu'en fait à Dubaï on n'est pas imposé en nom propre. Par contre, évidemment, si la solution c'est de ne pas investir ou investir via sa holding, c'est possible. D'accord, très bien. Ok. Alors, est-ce qu'il vaut mieux acheter sur plan ou un bien déjà construit? Bon, Je alors me doute déjà de la réponse que tu vas avoir. Bah, ça dépend. Si tu veux ta rentabilité tout de suite, si tu as du cash, l'avantage de partir sur des projets en off-plan, c'est que moi, quand je suis devenu propriétaire à Dubaï, je n'avais pas le cash tout de suite. Ouais. C'est vraiment bien quand tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des bons salaires, des bonus, des dividendes, des biens immobiliers qui sont en vente, qui vont être vendus, etc. Ils peuvent devenir propriétaires aujourd'hui avec de l'argent qu'ils vont gagner demain. Et ça, c'est vraiment bien en fait. Donc bon, si tu as 500 000 en cash tout de suite et que tu veux un bien tout de suite, ben, tu pars sur quelque chose déjà prêt. À faire attention, quel tour, etc. Parce que les normes de construction n'étaient pas pareilles avant. Elles évoluent. Donc, insonorisation, que ce soit voilà, ou même pour du sonore ou même quand ils isolent, l'isolation thermique, phonique, etc. Thermique, phonique, ouais. Bon, c'est beaucoup mieux maintenant. Il y a eu des grosses pluies il y a un an. Là, justement, avant, on n'était pas prêt à faire face à ce genre de pluie. Maintenant, on l'est. Donc, faire attention sur les biens déjà prêts, surtout quand c'est des biens dans les quartiers déjà matures comme la Marina. Donc, faire attention. Par contre, voilà, le off-plan, c'est que c'est vraiment bien. Ça permet d'être propriétaire même si on n'a pas la totalité des fonds. Donc, ça, c'est un avantage. Bien qu'à Dubaï, il faut quand même plus de fonds qu'en France. Mais voilà, par rapport à l'effet de levier, tu veux dire qu'il est moindre. Voilà, exactement. En France, on peut mettre 7% et on emprunte sur 30%. Là, les taux sont un peu plus chers. Donc, voilà. Mais... Ça, on va y revenir. C'est la prochaine partie, le financement. Okay. Une dernière question. Que faire en cas de retard de livraison? Est-ce que ça arriverait fréquemment et qu'est-ce qu'on fait en réalité? Alors, il y a des retards. Le mieux, c'est de ne pas s'affoler. S'ils sont vraiment en retard, on stoppe les paiements. Parce qu'il n'y a pas besoin de mettre des... De toute façon, c'est sur le compte séquestre. Après, les développeurs sont dans le SPA, donc dans le l'acte authentique, il y a des pénalités de retard. Ouais, d'accord. Donc voilà. Après, il y a beaucoup de personnes que ça arrange. Il y a beaucoup de personnes, ils disent qu'il ait 6 mois, 1 an de retard, je m'en fous. Ça me permet de ne pas sortir la trésorerie tout de suite. Exactement. D'accord, très bien. On passe donc au financement et au crédit immobilier parce que pareil, ça génère beaucoup de questions. Personnes qui veulent savoir, bien sûr. Parce que nous, en France, on a cet effet de levier, etc. Donc voilà. On avait d'ailleurs encore une fois évoqué ça dans les vidéos précédentes, mais on va y revenir parce qu'on a des questions vraiment précises. Peut-on emprunter, ça c'est la question générique, globale, peut-on emprunter pour un investissement locatif à Dubaï? Alors la réponse est oui. Que ce soit sur du off-plan ou que ce soit sur du secondaire, marché secondaire, on a le secondary market. Mais oui. Alors par contre, sur du off-plan, parce que c'est la plupart des gens, ils veulent savoir pour ça, pour avoir l'effet de levier au moment de la remise des clés, c'est possible. Alors ça dépend de sa situation. Okay. Donc en France, va regarder la situation, la banque va regarder la situation de l'acquéreur. Ouais. Donc voilà, c'est à peu près, pour une personne toute seule, il faut à peu près gagner à peu près 4 000, c'est dollars, mais 4 000 euros par mois. Donc à Dubaï, ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils ne prennent pas en compte les revenus locatifs générés par la propriété. D'accord. Donc bon. Ouais, 4 000 euros de salaire ou de revenus d'activité. Voilà. Alors non, de salaire. Quand c'est une activité professionnelle, c'est plus autour des 10 000 euros. Ah oui. Quand tu es à ton compte. Entrepreneur. J'ai une vidéo d'1h30 à ce sujet-là qui explique bien. Voilà, donc on la les gens en lien. Voilà, en tout cas, voilà. C'est avec le courtier? C'est avec le courtier. D'accord, très bien. Avec, mais pour répondre à la question, on peut emprunter. On peut emprunter. Par contre, c'est de l'argent cher. Ici. Quel taux? C'est la question. Quels sont les taux et l'apport minimum pour emprunter? Alors l'apport, justement, on peut emprunter que sur des biens construits. Les banques, elles financent des biens construits. Donc ça veut dire que pendant toute la construction, on est obligé d'avoir les fonds. Les plans de paiement, en général, c'est du 50-50 ou du 60-40. Donc on est obligé d'avoir au moins les 60% ou les 50%. Et on empruntera le reste. On empruntera le reste. D'accord. Le reste, donc l'apport minimum, voilà. Donc je réponds à la question, l'apport minimum. C'est pour des biens off-plan, pour des biens sur du marché secondaire, ça dépend vraiment des banques. C'est plus pour des résidents, on est à 20%, pour des non-résidents, on est plus 30, 40, 50% selon la banque. Okay. Et le taux, là, on est autour des. Moi, j'ai emprunté il y a un mois, là, donc à 4,5%. Ok. Donc, oui, mais c'est de l'argent cher.
ça reste plus cher qu'en France. Il y a, ouais. Ouais, il y a pour les non-résidents, etc., je pense qu'on sera plus autour des 5-6. Après, tout dépend évidemment de la situation, tout dépend de la banque, tout dépend de la situation actuelle du pays. Donc ça peut être un levier d'acquisition ici, mais on va dire qu'il vaut mieux privilégier quand même l'achat entre guillemets cash. Bien sûr, de toute façon, voilà. D'accord. Autre petite parenthèse, les taux sont fixes sur quelques années, après ça passe sur du variable. D'accord. 3 ou 5 ans, 3, 5 ou 7 ans. Du fixe. Après, c'est variable. On sécurise. Après, ça peut être tant mieux, ça peut être à la baisse, mais bon, les taux fixes. En général, c'est à la hausse. Donc, moi, je privilégie. Après, c'est bien de faire de l'effet de levier. Donc, emprunter par exemple sur 5 ans, mais juste pour se donner un peu de flexibilité et de rembourser en 5 ans, par exemple. Parce qu'on peut rembourser plus tôt aussi. Oui, on peut rembourser en anticipé. On a 1% de frais. Donc, par exemple, tu rembourses 20 000 euros d'un coup, bah, tu as 200 euros de frais de pénalité. Donc, bon, mieux vaut ça que payer les intérêts. Pour la gestion de la trésorerie, par exemple, on peut utiliser un peu le levier. Voilà, mais ce n'est pas forcément à privilégier pour faire une acquisition. Enfin, à 50%, ça va être coûteux a priori. Et puis, comment être sûr d'obtenir un crédit immobilier ? C'est quoi ? C'est les revenus ? Alors, déjà, le dossier, quoi. Le truc qui est un petit peu compliqué, c'est que tu es sûr seulement... En fait, la demande de crédit, elle se fait un petit peu avant la remise des clés. Donc, tu ne peux pas être sûr avant d'avoir la même situation. En fait, ça dépend. Tu t'es déjà positionné, tu as déjà fait tes avances, etc. Tu vois, donc en fait, il faut être sûr. Déjà, est-ce que tu es sûr de garder la même situation dans 2 ans ou 3 ans ? C'est ça aussi la vraie question, parce qu'ils te financent en fonction de ta situation. Là, Mika, tu parles pour du off-plan. Si quelqu'un veut acheter je parle pour du off-plan. Quelque chose qui est déjà construit, il va faire son étude auprès du banquier voilà. Donc, avant l'acquisition. Pour du off-plan, même pour du off-plan, on peut quand même contacter un courtier. Alors lui, ça va le gaver un petit peu le courtier parce que c'est un projet qui va être financé dans 2 ans. Mais on peut lui poser une question, ou même on me la demande à moi et moi je demande au courtier. Ouais. Voilà, j'ai ça de revenus, ça d'épargne, ça de trucs. Si j'ai la même situation dans 1 an et demi, est-ce que je suis finançable, oui ou non ? Donc lui, il saura dire oui ou non. Ouais. Voilà. Pour quelqu'un qui veut acheter sur du marché secondaire, donc qui est déjà prêt. Ce qui est bien, c'est que ils ont des pre-approval, ils appellent ça, donc des espèces de lettres de principe. Oui, des accords de principe. Accords de principe, voilà. On fait plus d'ailleurs en France. Accord de principe. Donc voilà, tu poses toute ta situation et la personne te dit oui, je te finance et oui, à quel montant. Donc c'est pas financé pour ce bien-là, c'est financé en fonction de ta situation. Toi, demain, tu as ça et ça de salaire. Oui, tu seras finançable à hauteur de 300 000 euros. Et ça, ils s'y tiennent. Ils s'y tiennent. Que tu positionnes sur le bien A, B ou C. À partir du moment où tu démontres qu'après, donc 18 mois ou quoi, tu as encore les mêmes conditions. Non, mais attends, quand on part sur du marché secondaire, c'est tout de suite en fait. C'est rapide. Ouais. C'est rapide. Ah oui, donc ça c'est bien. Et alors, j'ai une question, ça c'est moi assez personnel. Est-ce que quand on fait une acquisition, on peut mettre des clauses d'obtention de permis comme en France ou alors non, d'obtention de permis. D'obtention de crédit, pardon. Oui, alors il y a des clauses comme ça. Donc en gros, si on n'obtient pas le prêt, ils appellent ça void. Donc il est nul, quoi. Voilà. Le contrat est nul. Exactement. D'accord. Ouais. Par contre, on a quand tu fais un crédit, il faut que tu payes des frais d'expertise du bien pour la banque. Et ça, tu les payes. D'accord. Je me rappelle plus combien j'avais payé. Oui, elle veut savoir 500 euros. Elle veut savoir ce qu'elle finance. Elle veut savoir ce qu'elle finance. Donc ça, tu le payes quoi qu'il arrive. Donc si demain, pour une raison X ou Y, la vente se fait pas, tu as perdu ces frais-là, quoi. Oui, mais tu peux quand même sortir entre guillemets si véritablement tu avais fait ton business plan. Ils prennent un séquestre, hein, tu mets un chèque séquestre de 10% quand même, tu vois. Donc 10%. 10%. Et si tu sors le dépôt, ce qu'on appelle le dépôt de garantie. Ok, c'est intéressant. Donc là, on a les prochaines questions. Mes abonnés, c'était donc le crédit, est-ce que c'est possible ? Faut-il rembourser rapidement ? C'est à privilégier parce qu'on a c'est de l'argent cher qui peut être après un taux variable à la hausse, etc. Donc oui, il vaut mieux rembourser c'est bien rapidement. pour se donner un peu de flexibilité. Ouais, un peu de souplesse. Mais ouais, c'est quand même bien. Moi, je pense que c'est quand même bien d'avoir son bien net de crédit et de toucher ses rentes en tant que vraie rente. Quoi, bien sûr. C'est l'intérêt. Que se passe-t-il avec les paiements après la remise des clés ? En fait, ça dépend de ce qui était prévu. Alors, les paiements après la remise des clés, sur les plans de paiement après la remise des clés, je pense que c'est ça, ouais. J'ai des abonnés qui, des fois, ne précisent pas. Il y a des plans de paiement après la remise des clés, donc chez certains développeurs, j'en ai cité un tout à l'heure. Donc là, c'est bien, ça permet d'être... de toucher des loyers. Exactement. Et de ne pas avoir encore versé la totalité. Alors, en général, ça ne couvrira pas la totalité. Les échéances dues aux développeurs ne seront pas couvertes par les loyers encaissés, mais ça permet évidemment de réduire d'atténuer l'effort d'épargne. On en avait parlé d'ailleurs dans le financement. On en avait parlé dans la vidéo précédente, enfin la toute première vidéo qu'on avait fait il y a 1 an, la formation. Que faire si je ne peux pas payer le bien à la remise des clés ? Alors, c'est une bonne question. Alors déjà,
les personnes. Merci les abonnés, parce que du coup, moi, ça me donne un peu de crédit. J'arrive avec des bonnes questions. Alors déjà, la première chose, c'est on est adulte, on est responsable, on diversifie. À Dubaï, il faut quand même s'organiser pour ne pas se retrouver dans ce genre de situation, évidemment. Après, mais c'est vrai qu'entre le début où tu te positionnes, et puis 1 an après ou 2 ans après, tu as ton lot qui arrive, et puis tu as pu avoir des convenus en France, des problèmes. Ça arrive à tout le monde. Ça peut arriver. Voilà. Ça peut arriver. Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, de façon générale à Dubaï, à partir de 40%, tu peux revendre ton bien. Donc bon, en gros, tu es assez couvert par rapport à ça. Normalement, donc la question, c'est à la remise des clés. Normalement, tu as versé plus de 40%. À la remise des clés, normalement, ton bien il est neuf. En fait, ce qui est bien, c'est qu'à la remise des clés, tu touches toutes les personnes qui sont résidentes sur place. Parce que le problème, quand tu es en construction, il faut que tu trouves quelqu'un qui sort 40% de sa poche pour avoir un bien qu'il ne peut pas utiliser. Donc, selon le prix, il va pouvoir, selon ta situation, il va pouvoir être, si tu dois vendre, tu as un peu la corde au cou. Tu vois. Donc, on dit, il revend en distress deal, donc un peu en galère, tu vois. Et en gros, ils revendent parfois à l'OP. OP, c'est original price. Donc, il revend au prix d'origine auquel il a acheté. Pour sortir rapidement, récupérer ses fonds. Donc, ça, quand tu es vraiment en galère, tu peux faire ça. D'accord. Par contre, voilà, quand tu arrives jusqu'au bout, donc le mieux, c'est pour répondre à la question, la remise des clés. Quand tu arrives jusqu'à la remise des clés, le bien, il est fini, la tour, elle est finie. Donc, c'est là où tu as pris le plus de plus-value. Donc, si tu n'arrives pas à avoir le dernier paiement et que tu n'arrives pas à le faire financer, ou que tu ne veux pas parce qu'il y a plein de personnes pour des régions, des religions, etc., des principes qui ne veulent pas, se faire recours à l'emprunt. Voilà. D'ailleurs, petite parenthèse, il y a des développeurs qui ont des contrats Sharia compliant, ils appellent ça. Donc, c'est des contrats, et spécialement pour les personnes de confession musulmane qui ne veulent pas, parce qu'il y a des histoires d'intérêts qu'elles ne peuvent pas payer, etc. Donc, il y a des contrats spéciaux pour ceux qui regardent à Dubaï pour pouvoir investir dans l'immobilier. En respectant les principes religieux. Voilà. Très bien, donc, très intéressant. Petite parenthèse. Et donc voilà, donc, au moment de la remise des clés, on touche toutes les personnes qui ont le droit au crédit. Donc demain, moi je travaille ici, le bien il vient d'être livré, je veux habiter tout de suite parce que j'ai pas envie d'avoir un bien off-plan qui dure 3 ans et payer un loyer en parallèle, je préfère payer un crédit. Bien sûr, Donc en fait, on a toutes ces personnes. Ça sera une opportunité pour un autre. Donc, en théorie, ça, même si on en arrive là, si on a la remise des clés, on devrait pas avoir de difficultés pour sortir. Pour rebondir sur ça, moi, tu te rappelles le premier bien que je t'avais montré que j'avais investi à Arjan, donc voilà, montré, sur la première vidéo. J'ai dû le revendre. J'ai décidé de le revendre et je l'ai revendu justement avant la livraison. J'ai fait une belle plus-value. Et parce que j'ai réinvesti dans j'avais besoin d'apport pour la RP que j'ai. Voilà, exactement. Mais en tout cas, voilà, ça se revend assez facilement quand on achète au bon prix. D'accord. Donc ça va avec la question suivante. Que faire si l'on ne peut plus payer ses mensualités? Après, voilà, il faut quand même prévenir l'agent, prévenir le développeur, essayer de trouver des solutions. Mais voilà, il faut essayer d'avoir au moins, d'atteindre au moins les 40%. Ouais, la remise des clés. Après, non, mais au moins les 40%. Oui, pour pouvoir avoir le droit de revendre. Voilà, exactement. Bien sûr. Mais bon, je veux dire, moi, quand je fais le screening au début des personnes, donc en gros, quand je demande leur situation, etc., je m'assure que c'est pas quelqu'un qui a eu un héritage de 30 000, qui met tout dans un studio et qui gagne 1000 balles par mois. Parce que sinon, évidemment, le but, c'est pas de mettre les gens dans une situation compliquée. Tu t'assures qu'ils vont pouvoir assumer leur engagement. Moi, je préfère pas vendre que vendre à quelqu'un qui je sais qu'il va se retrouver dans une situation compliquée. Sinon, tu perds du temps. Non, moi, je perds rien parce qu'il y a des personnes, justement, faire attention. Il y a des personnes, des agents qui disent mais oui, tranquille, tu feras ton crédit à la remise des clés. Mais non, mais c'est pas comme ça. C'est en fonction de ta situation. Donc c'est pas juste tu feras ton crédit, c'est facile. Tu veux dire que de toute façon après ils touchent leur commission. La commission elle est touchée au bout des 24%. Lui, donc la commission elle sera déjà touchée. Après lui qui paye pas, l'agent il s'en fiche parce qu'il a déjà eu sa commission. Donc moi je suis pas comme ça, je préfère quand même m'assurer que soit elle a une bonne situation pour pouvoir payer le bien en totalité ou pouvoir lever des fonds. Le but c'est pas que les gens se retrouvent. Oui, bien sûr, c'est une vraie relation de conseil. Attention aussi dans les pièges, je reviens, ça me rappelle quelque chose maintenant, c'est qu'il y a beaucoup d'agents qui te diront oui, tu investis maintenant, mais tu t'en fous parce qu'avant la remise des clés, tu auras fait 30%. Oui, ça je l'ai vu ça. Attention, 30%, donc quoi qu'il arrive, même si tu peux. Donc il y a des gens qui arrivent qui ont à peu près 150 000 euros, ils te vendent un bien à 300 000 euros. Tu vois, mais oui, mais t'as pas besoin de payer les 51% parce que tu feras ta plus-value. Attention à ça. Je l'ai vu ça. Parce que ça, c'est vraiment. Il n'y a personne qui te le mettra sous contrat. Lui, il aura déjà pris sa com et après, tu fais pas tes 30%, tu fais quoi? Tu pleures. C'est une promesse. Moi, ça peut se faire. Mais... J'ai des personnes qui m'appellent, qui revendent à OPI parce qu'ils sont en galère et que, moi, en fait, la promesse. J'ai vu des publicités sur ça. J'ai vu des publicités, les gens. Voilà, faut faire attention. Ils disent, vous inquiétez pas, de toute façon, ça va prendre de la valeur. Faut faire attention. Donc en théorie. C'est un engagement qui est. Oui, en théorie, oui. Mais les conseillers sont pas les payeurs, quoi. Exactement. Donc, très bien. On passe à la partie suivante, la gestion locative et la rentabilité. D'accord. Alors, long terme ou Airbnb, quelle stratégie est la plus rentable?
Ça, elle revient tout le temps, cette ouais, question. mais Elle revient tout moi, le temps. je fais avec Tout le mes temps, abonnés, tout le temps. Et je dirais que, premièrement, ça dépend de ta stratégie, ça dépend du bien aussi. Évidemment, quand tu es plus dans des zones résidentielles, de quartier, etc., c'est plus du long terme. Évidemment. Quand tu es sur des zones, on va dire, plus touristiques, c'est plus du court terme. Bien que même les biens un peu plus loin, parfois, qui sont en général pour du long terme, en court terme, ça fonctionne aussi parce que les gens, ça les dérange pas de faire un quart d'heure de route et payer beaucoup moins cher pour un logement neuf. Ouais, ok. Voilà. Après, ça dépend aussi du choix de la personne. Est-ce que toi, demain, tu achètes un appartement, tu as envie de venir aussi de temps en temps, auquel cas, ça serait bien de faire du Airbnb parce que, voilà. Est-ce que non, tu veux juste des rendements? Ça dépend parce que les rendements sont payés en un seul chèque ou parfois deux chèques. Mais en gros, les loyers, les loyers, payé, voilà. ils payent 6 mois d'un coup ou un an d'un coup. Ouais. Exactement. Ouais. Et même s'il ne paye pas un an d'un coup, il te fait déjà les chèques. Et à Dubaï, un chèque sans provision, c'est une faute très grave en fait, même qui est punie. Donc tu peux pas encaisser un chèque s'il n'y a pas les fonds. D'accord. Donc en fait, c'est très risqué pour le locataire de faire un chèque sans provision. Et donc voilà, en gros, tu as tes chèques déjà en amont, même s'ils sont post-datés. Ouais. En tout cas, c'est ton loyer qui est payé en avance. D'ailleurs, les propriétaires sont sécurisés à Dubaï. Ça, c'est un autre problème en France. On va pas revenir dessus. Oui, on avait abordé ça déjà. Mais en tout cas, voilà. Il y a une protection des propriétaires. Mais après, le seul problème avec ça, c'est que forcément, les meilleures périodes pour venir, quand toi, tu veux en profiter de ton bien, bah, c'est les meilleures période où tu récupères plus d'argent. Tu aurais rentabilisé le plus. Oui, c'est comme moi, mes investissements à la montagne. À la montagne, exactement. Quand je veux y aller. Quoique la montagne, ça va, même l'été, c'est pas mal aussi. Mais... Ah oui, mais l'été, la demande aussi. Ah, okay, beaucoup de demandes maintenant. Ouais, mais quand on dit à la montagne, en général, on pense neige, quoi. Mais bon. Oui. Mais maintenant, les stations se sont réinventées. Enfin bref, ceux qui s'intéressent, j'ai fait une formation sur ce sujet sur la chaîne. Très bien. Donc oui, ça va dépendre de la stratégie, ce qu'on veut y aller, ce qu'on peut y aller. Exactement. Quand on fait, comme en France un petit peu, mais quand on fait la location courte durée, on va aussi avoir des frais de conciergerie. Il y a des frais, il y a déjà 15 à 20% des frais pour la société. Check-in, check-out, etc. Donc voilà, plus. Donc je pense qu'en termes de rendement, on est à peu près à la même chose, peut-être un peu plus, ça dépend du type de bien, etc. C'est vraiment cas par cas, mais peut-être tu auras un petit pourcent en plus quand tu es en courte durée, mais tu as des potentiels problèmes en plus. Alors que quand tu as ton locataire qui dit voilà ton chèque pour un an, merci, à l'année prochaine, bon, tu vois. C'est vrai qu'en France, la question se pose parce que des villes où tu as un rendement à 5-6%, si tu passes en courte durée, tu peux vraiment exploser. Ici, le problème, c'est que par exemple, pendant la période estivale, tu as 4 mois où il fait très chaud, donc tu loueras beaucoup moins, ou si tu loueras beaucoup moins cher. Alors que quand la personne est locataire, elle te paye l'année, elle te dit pas je te paye pas parce qu'on est en août. Oui, bien sûr. Parce que tu vois, en France, par rapport au marché canois, si tu es sur la location longue durée, tu vas faire ton 5-6% pour un appartement. Si tu passes en courte durée, si tu es bien passé à la Cannes, bien sûr. tu vas dépasser les 10. Il y a vraiment une différence. Ouais, mais ça, après, tu as la position. Mais encore une fois, c'est la niche. Par contre, ici, effectivement, les rendements, on l'a vu dans la vidéo qu'on a fait la dernière, sont déjà très élevés en longue durée. Donc, il n'y a pas je ne pense pas qu'il y ait de différence. Ouais. Ok, très bien. Comment louer son bien à Dubaï? Est-ce qu'on passe par une agence de gestion? Ouais, par exemple, moi, quand les personnes investissent avec moi, je m'occupe de tout le processus, que ce soit avant l'acquisition, pendant l'achat, pendant la construction, évidemment. Et aussi il y a des personnes qui souhaitent l'ameublement, donc qui souhaitent meubler les biens. les accompagner pour. Voilà, évidemment. Donc elles font tout ça à distance. Et ça, évidemment. Ça, c'est pratique. Quand vous êtes loin, vous contactez Mika, vous leur dites un peu. Bien sûr, c'est bien d'avoir quelqu'un de confiance sur place, des yeux sur place. Ça, c'est bien. Et évidemment, la mise en location. La mise en location, ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je ne prends pas de frais, que ce soit pour l'investisseur ou pour le locataire, mais même pour tous les investisseurs qui investissent à Dubaï, peu importe l'agence par laquelle ils passent, les frais d'agence sont payés par le locataire. Donc, quand tu mets un locataire, toi demain tu es propriétaire d'un bien, tu passes par l'agence A, B, C, tu n'auras rien à payer. Toi, tu as ton loyer dans ta poche. Les frais, c'est de 5% du loyer annuel. Plus, il y a 5% en plus de caution. Caution en France, le propriétaire paye des frais de gestion et le locataire paye des frais d'agence. Plus des frais d'état des lieux, etc. Ouais, donc le propriétaire qui te confie la gestion, de toute façon, lui, ça lui coûte rien. Moi, je prends rien pour le locataire parce que je suis pas. Je préfère que ça se loue rapidement et que le propriétaire soit. C'est plus un service que tu rends au propriétaire en disant je prends rien au locataire pour que ce soit vite. Je l'inclus et je me dis il m'a fait confiance pour l'acquisition, je lui fais le service 360 comme on dit ça. D'accord. Très bien. Ensuite, rendement par quartier. Quels sont les rendements locatifs classiques et saisonniers dans les différents quartiers de Dubaï? J'ai eu cette question. On l'a abordé dans la vidéo qu'on avait fait il y a un an. On avait pris en exemple, on avait filmé l'appartement que finalement tu as revendu, mais avec des projections de loyer. On a un petit peu répondu partiellement à cette question, mais globalement,
Je vais faire un point rapide si tu veux. Ouais, on a autour des 8% peut-être maintenant. Ouais, en alors, moyenne. non, dans les zones un peu d'investisseurs comme ça, déjà tout dépend du moment où on a acheté. Quand on a acheté il y a 1 an, 2 ans, évidemment, on a des pourcentages beaucoup plus élevés, supérieurs aux 10%, même en longue durée. Voilà, mais pour celui qui se positionne aujourd'hui. Celui qui se positionne aujourd'hui sur de la longue durée dans des zones un petit peu dites d'investisseurs, donc voilà, des quartiers pas matures, des quartiers qui se développent, on est sur de la longue durée, on est autour des 8% net. Ouais, c'est ça. Voilà, 8% net. Sur des quartiers déjà plus matures en longue durée, on est plus sur du 5%. Oui, parce que c'est plus cher. 4-5%. Voilà, downtown, etc. Par contre, si tu es en courte durée, tu augmentes aussi ta rentabilité. Et c'est un bien plus patrimonial aussi. Voilà, donc il va peut-être se valoriser davantage si tu revends. Pas sûr. C'est pas sûr parce que c'est déjà des quartiers matures. Donc ça dépend en fait. Ça dépend où est-ce que tu investis. Et si tu es dans des zones, par exemple, considérées comme des zones premium aussi. Il y a ça à prendre en compte. Aussi, une chose importante, c'est que quand on parle de 8%, je te parle de 8%, c'est avec les loyers actuels. Donc quand je te fais mon calcul de rentabilité, c'est avec ton prix d'acquisition aujourd'hui, avec les loyers aujourd'hui. Les loyers vont augmenter. Les loyers tendent à augmenter. Là, cette année, en 2025, c'est censé prendre 10% encore de loyer. Ton prix d'acquisition, tu la fixes aujourd'hui. Ouais. Bon, après, voilà, les gens viennent, il y a de l'attrait à Dubaï. Donc en fait, voilà, quand je te dis 8%, c'est ce que tu vas gagner de façon, on va dire, pessimiste. Tu vois, D'accord. Mais par contre, sur le zone premium, tu considères qu'on va être plutôt sur du 5 Ouais, 6, on est à moins. Parce que le prix d'acquisition aujourd'hui fait que... après, les loyers vont peut-être tendre à augmenter aussi. Mais après, c'est comme tu me dis à Cannes. À Cannes, tu n'achètes pas un bien sur la Croisette pour faire de la longue durée. Exactement. Évidemment. Mais en courte durée, sur du premium, tu vas pouvoir aller chercher. Tu peux chercher plus que 5%, bien sûr. Évidemment. Voilà. Très bien. Okay. Très bien. Et après, il y a toutes ces nouvelles zones en fonction. Il y a plein de nouveaux quartiers où on n'a pas vraiment de vision. Aussi, il y a plein d'endroits à bord de l'eau, etc. Les prix au mètre carré sont pas très chers. On ne sait pas trop encore à combien on va pouvoir louer le bien parce que c'est des nouvelles zones. Mais bon, voilà. On n'a pas encore de recul, quoi. Il y a des tendances, des projections, mais on n'a pas encore de recul. Exactement. J'ai eu des questions sur l'activité de marchand parce que j'ai une grosse communauté de marchands dans ma communauté sur les réseaux sociaux. Quelle stratégie de rénovation et de décoration pour attirer une clientèle occidentale? Alors, j'invite ceux qui sont intéressés par l'achat-revente à Dubaï. On a fait une vidéo, on est allé voir le chantier de Mika, on a posé les chiffres, vraiment, on a été vraiment complet. C'est la dernière vidéo, donc il y a presque 6 mois, c'est la deuxième. Ça s'appelait L'avenir de l'investissement immobilier en France, l'achat-revente à Dubaï. Je crois que c'est après ça le titre. Donc voilà, quelle stratégie toi tu conseillerais pour rénover, décorer, pour attirer une clientèle occidentale? Ok, donc c'est exactement ce que moi je fais avec mes projets de marchand. Donc moi j'ai mon agence IMO, mais aussi j'ai des projets en parallèle. D'ailleurs, on enchaîne une deuxième villa là maintenant dans un autre quartier. Je pourrais t'amener à terme. Donc c'est un peu les mêmes stratégies qu'on a en France. Je pense que de façon générale, même Dubaï, pour ta petite, la petite parenthèse culture G, ça a été construit sur le modèle américain. Donc au début, les personnes, je crois qu'il y a eu des Émiratis, ils ont été envoyés à Seattle pour étudier un petit peu le business, l'économie, etc. Donc quand ils ont développé Dubaï, c'est sur le modèle américain. Le modèle américain, c'est des grosses superficies. Okay, et donc les premiers quartiers de villas qui sont à rénover actuellement, c'est des grosses tailles. Donc moi, la stratégie que je conseillerais, que j'applique moi-même pour mes propres projets, c'est un peu même ce qu'on fait en France, c'est d'optimiser l'espace. Donc évidemment, embellissement, ça c'est évident, mais optimiser l'espace, rajouter des salles de bain, rajouter des chambres, rajouter des pièces essentielles à la vie d'une famille, par exemple, pour attirer les personnes qui viennent, par exemple, d'Angleterre, d'Europe, etc. Parce que les gens, au final, à partir du moment où le payeur, le père de famille, peut-être, il a une belle master, etc., avec un beau dressing et tout, que la chambre enfant fasse 9 mètres carrés ou 15 mètres carrés, bon, on s'en fout. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Par contre, quand il a 3 enfants et que chacun a sa chambre, au lieu d'en mettre 2, tu vois, donc c'est... Voilà. Penser à bien redistribuer, bien optimiser réoptimiser l'espace, ouais. Et après, en termes de décoration, reproposer quelque chose. Moi, j'aime bien le côté un peu minimaliste. J'aime pas trop le côté indien, doré, machin. Voilà. Donc bon, j'aime bien tout ce qui est minimaliste. Après, ce qui est bien aussi côté minimaliste, c'est que les gens peuvent aussi personnaliser quand ils achètent un bien. Voilà. C'est les mêmes stratégies qu'on aurait peut-être en Europe, quoi. Enfin, en Europe, en France. Oui, on vise une clientèle occidentale, donc
on s'adapte au thème culturel. Parce que je suppose qu'il y a beaucoup de... Enfin, il y a beaucoup de, comment dirais-je, de personnes qui viennent de pays différents, bien sûr, différents, je cherche mes continents mots. différents. Ouais. Pardon, ouais. Donc il y a des cultures différentes. Donc je pense que d'une maison à l'autre, la déco. Un Indien ne voudra pas la même. Il y a combien de nationalités? C'est le mot que je cherchais, nationalité. Il y en a plus de 100. Enfin, je sais pas. Non, mais genre, je crois que c'est genre 180. Bon, voilà, donc il y a peu de pays où il y a autant de nationalités. Donc je suppose qu'ici, tu as une hétérogénéité dans les décorations. Donc voilà, donc si tu vises une clientèle occidentale... Bon, après, en général, que ce soit européen, russe ou américain, on a à peu près les mêmes goûts, tu vois ce que je veux dire. Donc, oui. Donc les personnes qui ont un vrai pouvoir d'achat, en général, on arrive dans le style de décoration, quoi. Moi, je fais du minimaliste, j'essaie de faire un petit peu, comme ils appellent ça, Italian luxury, tu vois, un petit peu. Donc, bon, voilà, mais... Ok. J'espère avoir répondu, je sais pas si... Oui, non, mais c'est une question assez vaste. De toute façon, ça dépend qui on vise, clairement. Quelle assurance prévoir en tant que propriétaire non résident? Alors, il y a des assurances habitation. Ouais. Voilà, donc après, il y a aussi la décennale du développeur quand on a son bien, donc c'est 1 an. Donc ça, c'est d'office. Après, les assurances, c'est pas obligatoire. Décennale, tu veux dire une assurance? Une décennale, c'est 10 ans, non? Mais en France, à Dubaï, c'est 1 an. Le développeur, il te garantit ton bien 1 an. C'est pas une décennale, du coup, c'est une assurance. Oui, voilà, c'est le mot décennale. Pas de dommage ouvrage, mais comme non, juste un genre de dommage ouvrage. Pendant 1 an, en fait, tu vois, tu as ton bien qui a. Tu as une garantie sur les travaux qui ont été effectués pendant 1 an. Exactement. Donc après, c'est des biens neufs. Après, voilà, on peut avoir une assurance habitation, donc propriétaire, genre non occupant, l'équivalent. C'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé. D'accord, c'est pas obligatoire. Pas obligatoire. Alors qu'en France, c'est obligatoire. C'est pas obligatoire à Dubaï. Ok, et le locataire prend son assurance habitation? Pareil, c'est fortement conseillé de lui demander. Ah ouais, alors qu'en France, dans un contrat, c'est obligé de demander, sinon le bail il caduque. Par contre, quand on prend un financement, on a une assurance décès. Crédit, exactement. Comme on a en France. Donc si demain il se passe quelque chose, l'assurance couvre. Si je souhaite revendre un bien qui est occupé par un locataire, comment ça marche? Alors, je pense que c'est lié, en fait, la question c'est lié par rapport au type de contrat qu'aurait le locataire. Est-ce que par exemple il y a un droit de préemption, peut-être? Alors, quand tu revends un bien... On revend avec le contrat de locataire. On revend avec le contrat. Comme en France. Si demain tu veux le faire sortir, tu dois faire une lettre d'éviction. Eviction letter, on appelle ça. Tu le fais 1 an à l'avance. Donc 1 an à l'avance, tu fais ta lettre, dans 1 an, j'ai besoin d'occuper le bien, soit pour la revente, soit pour l'occupation personnelle. Si tu veux le revendre, il faut le revendre parce que, attention, si tu veux le revendre pour le sortir, pour mettre un loyer plus cher, il peut t'attaquer et tu peux avoir des problèmes. Bien sûr. Oui, donc c'est quand même encadré. Il y a quand même une protection du locataire. Bien sûr. Ce qui est bien à Dubaï, c'est que c'est juste, tu vois. Tu te sens pas, en France, tu te sens complètement violé par ton locataire, tu vois. T'es propriétaire, tu sens que tu vois, t'as aucun contrôle. Bien sûr. Alors que là, t'es propriétaire, t'es respecté. T'es locataire, t'es respecté. T'es locataire, t'es respecté. Très bien. On va passer maintenant à l'avant-dernier chapitre, revente et plus-value. Ok. Quand revendre pour maximiser sa plus-value? Alors évidemment, c'est encore une question un petit peu vaste. Ouais. Mais en gros, quelle stratégie tu envisages? Quel est le bon moment d'arbitrage pour maximiser sa plus-value? Alors encore une fois, tout dépend de sa stratégie, évidemment. Plus on attend, mieux c'est. Plus si on a un bien dans une communauté, etc., et que les métros arrivent, etc., donc mieux vaut attendre encore 2-3 ans après la remise des clés. Il n'y a pas un risque du fait de saturation, de dire il y a un programme qui se crée à côté, peut-être que c'est le moment pour moi de vendre avant que la concurrence vienne? Non, parce que les biens sont relativement neufs, tu vois, donc moi c'est... Non, ça va, en plus les biens sur lesquels on se positionne aujourd'hui, c'est quand même des biens exceptionnels avec des cinémas, sauna, etc. Vraiment, c'est vraiment top, tu vois. Ouais. Donc non, ça va par rapport à ça. Après, les gens aiment bien parfois revendre à la remise des clés, ou alors ils prennent la température. Ils mettent l'annonce avec un prix souhaité. Ça part pas, voilà. Avant la mise en location, ils vont regarder comme tu as fait toi en fait. Ouais, exactement. Tu vois un petit peu, tu le mets, bon, voilà. Donc il y a pas vraiment. Le mieux, c'est d'aller quand même jusqu'à la fin de la construction. C'est là où tu auras le moment, contrairement à le vendre pendant la construction. Tu vois. On avait évoqué dans la vidéo précédente qu'il y avait parfois des plans de financement qui s'étaient revendus 13 fois avant que le locataire arrive. Je crois, ça dépend. C'est spéculatif quoi. Donc après, c'est plus l'opportunité. Mais c'était plus avant ça, j'ai l'impression. Tu sais, quand les prix montaient là, j'ai l'impression que ça monte toujours. Si vraiment tu veux faire ta plus-value, la plus belle plus-value possible, c'est au moins à la remise des clés. D'accord. Et ça va être à l'opportunité, on va dire. Exactement. C'est en fonction du projet, quoi. Très bien.
Combien de temps faut-il pour acheter ou vendre un bien? On l'a dit, hein, ça dépend si on achète du neuf ou. Tu parles du processus d'achat ou... Combien de temps faut-il pour acheter ou vendre un bien? C'est assez rapide. Je pense que ça va être le temps, effectivement. En fait, tout dépend s'il y a besoin d'un financement ou non. D'accord. Si toi, tu as besoin de ton financement, voilà, les banques, ça prend un peu de temps quand même, au moins une trentaine de jours. Par contre, si tu as le cash, demain, on va signer, quoi. Demain, demain tu pars, ouais, mais. Peut-être que je pars demain. Tant pis. Hein. D'accord. Donc c'est assez rapide, c'est plus rapide qu'en France, quoi. Beaucoup plus rapide qu'en France. En France, il y a les 45 jours de. Oui, puis il y a la DIA. Exactement. Comment revendre un bien avant sa livraison? Comment techniquement? On en a parlé rapidement. On met une annonce, sur un site classique ouais. équivalent de Se Loger, Le Bon Coin, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut te solliciter, toi? Est-ce que tu as des clients parfois qui te sollicitent pour participer à la revente? Bien sûr. Après, moi, je conseille toujours d'attendre jusqu'à la remise des clés, mais effectivement, bien sûr, pour la revente, bien sûr. D'accord. Comment revendre un bien à distance? Pareil, on délègue tout, on peut tout faire à distance. Il va falloir, une petite parenthèse, il va falloir signer un POA, donc c'est Power of Attorney. Donc c'est en gros une lettre avec un espèce d'avocat qui dit que par exemple VDV est représenté par Michael à Dubaï. Tu n'as pas besoin de venir, donc ça peut se faire à distance. Comme une procuration. Oui, c'est une procuration. Ouais, d'accord. C'est bien. Alors on a déjà répondu à cette question. Y a-t-il une garantie décennale sur les biens immobiliers? Quand il y a une construction neuve, il y a des assurances. J'aime bien quand on anticipe les questions. Tu vois, ouais, on y a pensé avant. Donc oui, il y a des assurances qui sont fournies par les constructeurs. Dernier chapitre, dernière question. Quelle est la position de Dubaï sur l'écologie? Alors, Dubaï, il faut savoir que déjà, c'est une ville, majoritairement, ils sont construits grâce aux énergies fossiles, donc pétrole, etc. Voilà. C'est une ville voiture, il y a beaucoup d'embouteillages, beaucoup de pollution, etc. Donc, ils prennent ce problème à vraiment à cœur. Tu vois. Donc, déjà, ils ont un plan, c'est Net Zero Carbon. Donc, en gros, ils veulent être en 2050 à autant de production carbone que tu vois, ils veulent que ce soit à zéro en fait. Pour ça, ils investissent énormément dans les énergies renouvelables. Ils essayent de limiter les productions fossiles. D'ailleurs, ça c'est intéressant, tu vois, les quartiers matures, il y a beaucoup de béton, beaucoup de routes, il n'y a pas d'arbres, etc. Et là, dans tous les nouveaux projets, d'ailleurs, les gens ils pourront aller voir, par exemple, s'il y a un nouveau projet qui s'est lancé la semaine dernière, le développeur c'est Aldar. Et le projet, c'est Wilds, donc W-I-L-D-S, Wilds comme sauvage. Et le projet, il est exceptionnel. C'est un projet, mais que dans la verdure, des villas. Hein. Il y a de plus en plus de projets éco-responsables, etc. Ouais, bien sûr, exactement. Ils sont obligés, mais c'est de toute façon, c'est c'est l'avenir aussi. L'avenir, voilà, exactement. Donc ils essayent de limiter l'effet de serre, tu vois, et de partir sur du vert. Donc on voit que les communautés sont de plus en plus vertes. Même les communautés au bord de mer, ils mettent de la verdure partout. Donc voilà. Donc je pense que ça répond à la question. Et puis j'avais entendu aussi que par rapport aux températures élevées, ils souhaitaient justement végétaliser tout ça pour créer des zones ombragées aussi. Ils savent que c'est un problème. Tu vois, moi en face de mon quartier, moi j'habite à Cricarbourg, donc c'est un quartier en devenir. Tu vois, il y a des mangroves, donc c'est vraiment magnifique. Tu vois, et ils veulent les agrandir, ils veulent les ramener les animaux, tu vois, la faune et la flore, ils veulent développer. Donc ils sont conscients que c'est un problème ces températures quand même, parce que s'ils arrivent à avoir le même nombre de touristes l'été que l'hiver, en gros, ils explosent tout, quoi. Tu vois, donc il y a un vrai intérêt économique, tu vois. D'accord, donc prise en compte, très bien. Quel impact les tendances économiques et démographiques ont-elles sur l'investissement? Alors, donc les tendances économiques en France, tu veux dire? Donc, je pense que c'est global. Par exemple, moi je vois la situation. Je pense que c'est macro. La question, elle est justement, est-ce que ça a un impact? Et moi, j'ai des abonnés. Après, moi, je vois la situation. C'est limite. C'est fou ce que je veux dire, mais je préférais limite vendre moins d'appartements parce que je vois des gens qui m'appellent de France et qui sont désespérés de la situation, donc des problèmes qu'on a en France, du déclin. On en parle de temps en temps dans les podcasts, mais ils veulent diversifier. Mais ils ont plus de foi en France, tu vois. Il y a des personnes qui me disent je vends tout, je veux plus rien entendre. J'en connais qui font ça pour d'autres pays. Ouais. J'ai un ami, Mehdi, sur le Maroc, qui vend tout. Donc c'est pas un petit peu je diversifie. Tu peux répéter la question? Répéter la question. Quel impact les tendances économiques et démographiques ont-elles sur l'investissement? Ouais, donc en gros, il y a la population, elle est en train d'exploser. Les investisseurs sont en train de revenir, d'investir massivement à Dubaï parce que non seulement ils sont protégés, donc
leur investissement est protégé, mais aussi pour avoir une porte de sortie comme on en plan parlait B. au début. Ouais. Donc voilà, c'est vraiment c'est limite choquant de se dire ce qui se passe sur les Anglais aussi, en Angleterre, je sais pas si tu suis un petit peu ce qui se passe à Londres, etc. C'est une catastrophe. Donc ouais, c'est vraiment bien pour Dubaï, mais voilà, c'est triste. Oui, parce qu'il n'y a pas que les Français pour la France. qui ont le sentiment de décliner. Hein. Il y a en en général l'Europe. Hein. Maintenant, on appelle l'Europe, ça la bien sûr. vieille Europe. Quoi. Ouais. Donc c'est même triste, hein. C'est vraiment. Donc ça a un impact sur l'investissement à Dubaï, évidemment. Bien sûr, parce que des personnes qui ont de l'argent, il y en a beaucoup en France. Hein. Il y a beaucoup de personnes qui ont des patrimoines immobiliers, qui ont des bons revenus, etc. Mais ils se voient plus à long terme, parce que quand tu es investisseur immobilier, il faut une vision, tu vois. Mais quand tu as la vision de ton pays, tu te vois pas. Avec les projections, c'est difficile. On a des enfants tous les deux. Hein. C'est vrai que toi, t'as sauté le pas, t'es venu. Mais alors. Autre question, on y a répondu. C'est le prochain, tu vas venir. Ah ouais. Non, mais moi, on a déjà discuté. Hein. Moi, je suis honnête. Hein. Moi, je vais investir et puis après, ça me fera un plan B, on verra. Mais oui, il faut. Quand tu as des enfants, de toute façon, tu es obligé d'avoir une vision à long terme pour eux et tu es obligé de te projeter dans quel pays ils vont vivre. La succession. Et ce qui serait pas... Même la succession. On construit un patrimoine en France pour se faire massacrer quand. Enfin, c'est triste quand même. Tu payes toute ta vie, tes taxes foncières, tes machins. Bien sûr. Tu te fais massacrer après. Et en plus, il y a des lois qui font qu'en plus, ils reviennent sur des. Tu vois, le LMNP, ils reviennent sur les amortissements que tu aurais réalisés avant. Ah ouais, mais, et là, même tout, c'est rétroactif. Ils t'enlèvent la taxe d'habitation, ils te doublent la taxe foncière, ils te remettent une taxe d'habitation. Bref, mais c'est. Voilà, on va pas. Le prix moyen du mètre carré à Dubaï, on en a parlé. Ouais, pour les quartiers d'investisseurs, on est à 3000, entre 3005 et 4000. Ce qui est faible pour une capitale mondiale. C'est aussi développée. C'est pas la capitale, mais c'est une ville mégalopole. Ouais, voilà. On reprend à chaque fois, il est pénible. Mais non, bien sûr, voilà, 3005. Après, voilà, il y a de tout. Hein. Les prix au mètre carré sur la Palme, etc. On est sur des. Les prix que tu disais tout à l'heure. On peut être sur du 20 000, 30 000, 50 000 euros du mètre. Un marché de luxe, ultra luxe, évidemment. L'ultra luxe, c'est très. Grâce aux Chinois, Russes, Ukrainiens, etc. Moi, par exemple, il y a beaucoup d'ailleurs, on le voit d'ailleurs, petite parenthèse aussi, dans mon quartier, par exemple, je parle de Cricarbourg, il y a beaucoup de personnes. Moi, dans ma tour, il y a 2 Chinois qui ont 80% de la tour, qui ont 500 appartements. Il y a des tours dans le quartier un peu derrière, il y a des Russes, des Japonais, moi, j'ai 2 immeubles, on pourra vérifier, hein, juste derrière chez moi, qui s'appellent Island Park. Donc 1 et 2, c'est un Ukrainien qui a les 2 immeubles. En AG, l'Assemblée Générale, c'est pratique. C'est rapide. Mais pratique. Bon, après, à voir, ça nous envoie sur d'autres questions, la provenance des fonds, etc. Moi, je pense que... Mais c'est marrant, hein, c'est nos impôts. Hein. Enfin, je pense que l'Ukrainien, là, je pense que les aides à la guerre, là, on n'y est pas pour rien. Ça va changer. En ce moment-là, ça va peut-être changer. Enfin bref. Faut couper le robinet. Comment ouvrir un compte bancaire en tant que non-résident ? Je suis non-résident, je vais ouvrir un compte bancaire. Ouais, possible. Il y a des banques. Ouais, non, il y a des banques. Enfin, après, c'est pas conseillé parce que c'est transmis à l'administration fiscale française. Ah oui. Donc, en fait, il n'y a aucun intérêt. Parfois, en plus, il y a des petits frais, il y a des montants minimums à poser. Ça dépend des banques, etc. Il n'y a pas vraiment d'intérêt. Le but, pour les personnes qui souhaitent ouvrir un compte en banque, c'est en tant, même si elles sont en France, c'est en tant que résident grâce au visa. Exactement. Et là, on a Quand je dis il n'y a pas vraiment d'intérêt, on peut payer. Oui, bien sûr. On peut payer après, son pour compte payer les charges, etc., on n'aura pas besoin d'avoir un compte. Non, pas forcément. On peut l'ouvrir grâce à son investissement. Oui. Mais après, il y a plein de solutions. Les agences, soit les paiements, parfois c'est en cash, donc on déduit. Bon, c'est pas nécessaire d'avoir un compte bancaire. Pas nécessaire. Quand on commence juste son premier investissement, absolument pas nécessaire. Absolument pas nécessaire. Ok. Là, par exemple, moi j'ai une villa à Bali, j'ai pas de compte à Bali. Tu vois. Ouais. Ce monsieur a investi dans le monde entier. Non, partout. 3 pays, c'est tout. Très bien, très bien. Alors, dernière question. Après, on fera une belle conclusion. Qu'est-ce qu'un EOI et à quoi ça sert? EOI. Ouais, mais attends, on est en France. En anglais, EOI. Oui, donc alors pour les Français, un EOI et EOI. Expression of Interest. Ça dépend aussi des projets. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toi, demain, tu veux te positionner sur un projet. Les projets, par exemple, comme on dit, gouvernementaux ou semi-gouvernementaux, ils partent très rapidement. Donc, ça veut dire que tu mets, par exemple, 50 000 dirhams, ça fait 12 000 euros. Tu les mets, tu les envoies et tu as une place dans une file d'attente. D'accord. Ok, donc tu as un numéro, admettons, tu te positionnes aujourd'hui d'un projet qui va se lancer dans un mois, tu es numéro 20. Ok, et donc au moment du lancement, tu mets ta liste de préférences. Je préfère un 2 pièces avec la vue, machin, un étage entre 20 et 25, voilà, en fonction de ce budget-là, etc. Au moment du lancement, ils appellent en fonction de l'ordre d'expression des intérêts. Exactement, de réception d'expression des intérêts. Exactement. Donc, et après, il faut être réactif quand même. Bon, on le saura à l'avance, les prix, etc. On saura à peu près 48 heures à l'avance. Mais en fonction de t'y vas ou t'y vas pas,
eh ben, si tu veux pas y aller, on te rembourse ton expression d'intérêt. Si tu veux y aller, ben, on te la prend et ça sera déduit. Et le prochain paiement pour atteindre les 24%, ben, on viendra déduire ce que tu as déjà mis. C'est comme un dépôt que tu mets pour réserver. C'est comme une espèce de lettre d'intention. Sauf que tu mets des fonds. Sauf que tu mets des fonds associés. Voilà, associés. C'est important à savoir parce que à Dubaï, il y a des projets, c'est que comme ça en fait. Il y a des projets où, même encore pire, il y a des projets, c'est par tirage au sort. Il y a tellement d'attraits, ils me donnent un numéro, tirage genre le 22 rouge, et ils te tirent au sort comme ça. Et quand tu y vas, il faut que tu ailles. C'est n'importe quoi. Des projets, par exemple, de Nakhil, qui est un promoteur gouvernemental, qui lançait des projets à Dubai Island. Ça partait, mais il y avait genre 3000 agences, enfin, directeurs d'agence, voilà, pour 300 appartements. Et c'est vendu, le projet que je t'ai dit à Aldar, là, il est sold out en une journée. Ils ont lancé un projet à Sharjah il n'y a pas longtemps, donc un projet de villa. Il a été sold out, donc vendu en 3 heures. Ouais. Les gens, les capitaux viennent du monde entier, c'est un truc de fou. Dingue. Donc c'est pour ça qu'il y a certains projets, oui, c'est une très bonne question, il faut absolument mettre son expression d'intérêt pour dire voilà, je suis intéressé, je suis dans cette liste-là, au moment du lancement, je t'appelle, voilà, tu as le choix d'avoir cette unité là, à ce prix-là, oui ou non. Non, on passe au prochain. Ah ouais, d'accord. Tu vois ? Ah ouais, très bien. Eh ben écoute, Mika, alors j'ai une dernière précision à faire, on l'avait indiqué dans les podcasts précédents, quand on utilise les services d'un agent immobilier ici, ça ne coûte pas plus cher. Si on va contacter tout de suite un développeur, c'est le même prix. C'est le même prix en fait. Le même prix. Hein, ils ont fait ça, ils ont prévu ça pour s'assurer en fait que les investisseurs allaient être parfaitement conseillés et accompagnés pour se positionner. Bien sûr. Alors qu'en France, évidemment, si vous sollicitez l'agence d'investisseurs, vous serez bien reçu parce que ce sera avec moi. Mais évidemment, il y a un coût supérieur que quand on contacte directement le particulier qui vend. Donc ça, vraiment, je vous invite. Tous ceux qui ont un intérêt à investir à Dubaï, évidemment, je vous conseille de solliciter Mika, qui en plus, je le sais, répond régulièrement sans avoir l'intérêt derrière de se dire il faut que je le close, etc. Ça, je le sais. Il y a beaucoup de gens qui me disent ça a été agréable, j'ai passé une demi-heure avec lui, il m'a conseillé, etc. Donc voilà, ça c'est une chose, mais vraiment, faites-vous accompagner, que ce soit Mika ou d'autres. Faites-vous accompagner, c'est pas évident quand on investit dans notre pays, c'est très important. Et assurez-vous que la personne qui vous conseille évidemment pense à votre intérêt. Évidemment qu'il y a un intérêt pour tous les agents IMO qui vont vous accompagner, mais ils doivent absolument penser à votre intérêt. Mickaël, merci beaucoup. Merci aux abonnés qui nous ont fait toutes ces questions. Moi, du coup, c'était facile pour moi aujourd'hui. S'il y a d'autres questions, qui n'hésitent pas à poser dans les commentaires. Là, on avait un temps quand même, on avait un temps maximum qu'on voulait pas dépasser. Évidemment, s'il y a d'autres questions, vous nous sollicitez soit en commentaire sur la chaîne, soit sur Instagram, soit on vous mettra les coordonnées de Mickaël. Ou tu reviens sur Dubaï. Quand je reviendrai, de toute façon, je ferai d'autres questions. On reviendra aussi voir d'autres projets achat-revente, etc. Moi, j'adore ça parce que je suis très curieux. Autant il y a des choses que je maîtrise parfaitement, enfin, en toute humilité, sur l'investissement en France. Quand c'est autre chose, un autre pays, j'adore m'entourer d'experts. Mickaël est un expert. C'est un plaisir pour moi, encore une fois, d'avoir pu échanger avec toi partagé. Ici. Merci aux abonnés pour toutes leurs questions. N'hésitez pas à nous solliciter. Mickaël, un dernier mot peut-être ? Non, juste te remercier. Merci des questions des abonnés. Et puis je te dis à bientôt sur Dubaï. Allez, à bientôt. Au revoir.